Si vous écoutez Cash Out en faisant votre footing, préparez-vous à accélérer sévèrement le rythme et à faire exploser votre cardio. Pas à cause de la playlist choisie par notre invité aujourd'hui, mais parce qu'il est l'entrepreneur qui a un débit de parole proche des 180 BPM. Jean-Pierre Nadir, bonjour. Le problème, c'est qu'on a toujours un temps Salut limité. Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre. On a toujours un temps limité pour essayer de développer plein de bonnes idées. Donc, pour mettre un contenu riche, on essaie d'accélérer le début. Voilà, et mon intro était le seul moment où vous entendrez ma voix. Pendant une bonne heure et demie. Enfin, un bon podcast. Je suis ravi de Question-réponse, Nadir. Ouais, Nadir fit Nadir. Je suis ravi de retrouver mon fidèle co, Sacha Doliner. Salut Tom. Notre super partenaire avec Grégoire Allenspack. Salut Grégoire. Banquier privé chez Neuflis OBC. J'étais obligé de parler avant la musique, sinon vous ne m'auriez pas entendu, mais on démarre comme toujours en musique avec la musique que Jean-Pierre a choisie, un peu pour parler de lui. Let's go. Sofiane Pamart et Scylla. Là, rallongez un peu les enjambées, prenez le temps, respirez, parce qu'après ça va partir. Au fond, peu importe que je ne devienne jamais riche. Demain, s'il le faut, j'irai encore me faire exploiter. Je n'irai sûrement pas user mes semaines en Amérique. Et bientôt, mes draps seront peut-être un ciel étoilé. Ah, l'avenir sera sombre, paraît-il. Plein de dangers, mais c'est bon, là, arrêtez. Je ne sais pas ce qui arrivera de bon ou de maléfique. Mais je sais qu'en cet instant, le monde est à mes pieds. Peu importe que puisse sonner mon heure, qu'on m'oublie que plus jamais ne frissonne mon art. C'est vrai qu'aujourd'hui, je leur ai donné mon cœur. Et demain, ils reviendront peut-être me voler mon âme. Et oui, qui sait, vous ferez de moi une proie. Mais avant promis, je me défendrai de toutes mes forces. Ou peut-être qu'un de ces jours aussi, je serai roi. J'irai les vaincre avec une arme et d'hommes et d'anges sous mes ordres. Et oui, qui sait, hein, peut-être toi. Alors j'espère que je serai pas déçu. Un jour, qui sait, je serai peut-être moi. En tout cas, jusqu'à présent, j'ai jamais su. L'avenir sera sombre, paraît-il, plein de dangers, mais c'est bon, là, arrêtez. Je ne sais pas ce qui arrivera de bon ou de maléfique, mais je te regarde. Ça, c'est une chanson d'entrepreneur. Quel dommage de couper Scylla Pamart pour écouter Nadir. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont aller sur YouTube. Laisse-moi te regarder. Et moi, laisse-moi t'écouter, Jean-Pierre. Après, il y avait une petite envolée, donc magnifique au piano. T'inquiète pas, elle est pas loin. Là le monde est à mes pieds, oui. Tu n'as pas besoin de parler, car je suis et resterai libre tant que j'ai le droit de te regarder. Je n'ai plus le moindre désir, je ne ressens plus le poids des années. Sans toi je supplie Dieu d'arrêter de vivre, et personne ici pourra me blâmer. Donnez-moi ne serait-ce qu'encore une heure à vivre ensemble. On pourrait passer des heures à écouter de la musique, mais on est aussi là évidemment pour entendre les entrepreneurs raconter la session de leur boîte. En l'occurrence, tu en as vendu plusieurs. Aujourd'hui, on va se concentrer. Juste Tu un mot vas quand me couper même. la parole. Juste un mot sur le choix quand même, parce que là... J'allais y aller. Ah d'accord, pardon. Mais je voulais juste poser le cadre encore une fois. Okay. Je prends chaque seconde que je peux prendre. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur Easy Voyage, qui n'est pas la première boîte que tu as vendue. C'est une succession de LBO, puis la session finale au groupe Webedia. Moi, j'ai trouvé, on a fait nos petits calculs, on a demandé à des gens entre 30 et 45 millions d'euros. On parle de ça avant Pamart et Scylla. Je croyais qu'on était là pour, moi, donc, faire l'exégèse des grands textes de la chanson française. Donc... il faudrait demander à Webedia. Donc. On leur a demandé. On n'a plus de réponse. Pourquoi tu as choisi ce morceau pour en fait résumer une vie globale, mais une vie d'entrepreneur avec des sujets extrêmement variés et les montagnes russes qu'on connaît tous? Plein de raisons. Je pense que si on écoute le texte, donc, on va pouvoir trouver pas mal de rapports avec l'entrepreneuriat. Mais au-delà de ça, donc déjà, j'aime beaucoup Sofiane Pamart depuis pas mal de temps, parce que je trouve que c'est évidemment un des exemples du modèle républicain qui marche, donc de la méritocratie française, donc de produire des gens qui n'ont pas forcément tous les codes et qui, à la fin, donc, peuvent exprimer donc, des grands talents. Et des grands textes. Et moi, j'en ai marre que, pas marre, en l'occurrence, c'est que la musique, mais j'en ai marre qu'on nous explique tout le temps donc, que si on n'est pas bien né, on n'a pas de chance, que le modèle français, en fait, est un modèle qui asphyxie, alors que c'est un des modèles les plus ouverts. Ouais. Donc, bien sûr
sûr que non à l'assignation à résidence. Oui, et puis non, bien sûr. Et puis, si tu veux, cette reproduction permanente du modèle de Bourdieu d'expliquer que les élites reproduisent des élites, évidemment que c'est plus simple quand tu es né de parents intellectuels qui ont des moyens. Voilà, quand on est bien né, c'est plus simple. Ok, mais c'est pas parce que tu n'es pas bien né que ça empêche effectivement donc d'y arriver. Et à l'inverse, il y a plein de gens bien nés qui se perdent donc en conjonctures diverses et variées. Donc, globalement, ce qui est important, c'est que tu aies accès au jeu. Voilà. Et quand tu rentres dans le jeu, il peut se passer plein de choses. Et il y a plein de pays, en fait, où tu n'as pas accès au game. Et en France, non seulement tu y as accès, mais en plus, tu as des moyens d'accélération quand tu sais utiliser le cadre qui est à disposition. Donc voilà, donc c'était le premier de ces messages. Le deuxième, c'est que on explique évidemment que si là, donc le texte va sur des idées que il va y aller, que tout ça est très compliqué, mais qu'il va se donner les moyens effectivement d'y arriver, et que s'il n'arrive pas vraiment là où il pensait arriver, c'est pas très grave. Donc parce qu'au moins il l'aura fait, et donc il ça, arrivera je pense, bien quelque part sur le chemin. Et je pense que ça, c'est vraiment un message donc pour les start-upers, quoi. Quand tu démarres, tu sais jamais, il parle d'orage en face, etc. Tu sais jamais par avance ce qui va se passer. Donc ce qu'il faut, c'est être armé. Et pas que quand tu es start-upper. Hein. Oui, bien Même sûr. Quand tu as la tête de très belles boîtes. Oui. Alors après, tu as quand même des marchés qui sont avec des lectures donc à moyen long terme, alors que la start-up, c'est chaque jour que tu dois te réinventer, et parfois même te réinventer tout court, totalement, parce que tu vas devoir pivoter, parce que finalement, tu étais parti sur une idée et le marché t'envoie des signaux. Donc parfois, tu as même raison, mais tu as raison trop tôt, donc tu as tort. Voilà. Avoir raison trop tôt quand on n'a pas les moyens de son ambition, à la fin, c'est avoir tort. Donc, la réalité de tout ça fait que il faut, by the way, enregistrer les codes qui te sont envoyés, les signaux qui te sont envoyés par le marché, et pouvoir effectivement s'adapter. Et puis, évidemment, donc là, on entend bien que à la fin, tout ça, c'est de l'amour. Donc, et je pense que le business, c'est en partie aussi de l'amour, parce que c'est une manière de donner à plein de gens, que ce soit effectivement donc tes salariés, tes partenaires, tes fournisseurs, tes banquiers, tes actionnaires, etc. Il y a une part, il y a une part effectivement donc d'humain. Il y a une part, ça va au-delà du business, quoi. Voilà, je pense que, et c'est d'ailleurs pour ça que votre titre Cash Out, donc pendant très longtemps, je voulais pas venir à cette émission, parce que je trouve que fallait écouter. Je trouve que les chiffres, si tu veux, donc sont toujours moins forts que les mots. Alors, combien t'as gagné, Jean-Pierre, là? Qui n'a rien compris. Sacha, il sait pourquoi il est là, lui. et en même temps, la pochette Exodus, il n'y avait que Exodus dessus, et ça a été un carton. Et t'as effectivement donc des chiffres qui ont fait des grands romans, hein, donc Orwell, donc actuellement 1984. Voilà, donc et puis tu peux aussi prendre donc notre ami donc incarcéré donc Boilem, effectivement Sensal, donc 2080, je pense. Hein. 84, je crois. 84, ouais, non, exact. C'est 84, 2084. Voilà. Et donc, évidemment que des chiffres peuvent traduire aussi donc beaucoup de choses, mais clairement, je pense que la langue est tellement riche que c'est dommage de s'en passer. Écoute, Jean-Pierre, en tout cas, merci d'être venu dans Cash Out, mais voilà, c'est fini. Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher, petite huître perlée. Ça te fait de l'effet, toi, hein? Moi, je danse pareil, quelle que soit la musique. Ça, elle est très bon danseur. Hein. Ou les monomaniaques. C'est pour ça que maintenant, on est sur YouTube aussi. C'est parce que Thomas danse bien. Thomas danse bien. Il faudrait que l'autre jour, on m'a envoyé un mème de moi. Il faudrait une caméra latérale, hein, je pense que ça manque dans cette émission. Alors je sais que tu étais très frustré de ne pas choisir uniquement tes chansons préférées, mais de devoir coller au format. Mais cette musique, tu l'as choisie pour nous parler du jour du signing. Celui où on dit souvent il y a un avant, un après. Alors c'est un peu différent, on en parlera après de la succession de LBO, où là tu as fait des vrais cash-out pour reprendre le titre de l'émission. Mais quand même, c'est pas un jour anodin de vendre sa boîte. Non.
et encore moins de le faire à un groupe comme Webedia. Bon, c'est pas anodin parce qu'en fait, c'est déjà en général donc la conclusion d'une longue période. On vend rarement sa boîte en 24 heures, donc il y a rarement des coups de foudre en matière de closing et surtout donc ça englobe plein d'épisodes avec plein de gens. Donc et donc le jour où tu cèdes, tu sais que ça va basculer, que c'est la fin d'une époque là. Donc voilà, c'est fini. On va clore un chapitre et on va ouvrir un nouveau chapitre. En l'occurrence, moi, je m'étais engagé à rester 3 ans et demi, donc je partais pas avec mon chèque. Merci. Dans l'heure qui suit, voilà, je saluais tout le monde et une coupe de champagne. Une petite révérence. Et en Au avant. revoir, président. Et voilà. Et je vous enverrai des cartes postales. Donc voilà, je savais que le lendemain, j'allais retrouver à peu près les mêmes. Hein, donc et pour une période assez longue. Du reste, c'était aussi une des raisons pour laquelle j'avais signé avec Webedia parce que j'aimais bien l'équipe dirigeante, hein, donc notamment donc Cédric Siré qui est le directeur général de Webedia. Et donc que s'est-il passé ce jour-là? Déjà, tu te réveilles dans quel mood? Dans le fait qu'il faut que j'y aille, quoi. Donc, non, mais je veux dire, il fallait y aller relativement tôt. Tu nous as pas mis un requiem non plus. Hein. Tu vois non, mais j'avais pas, donc c'était pas. J'avais en tête que ça allait être une longue journée, et du reste, ça l'a été. Donc, il restait du suspense. Il y a toujours, jusqu'au dernier moment, tant que tu vois, parce que d'abord, tu n'es jamais seul. C'est-à-dire que là, on donne le sentiment que cash out, voilà, c'est un gars qui vient, qui signe 3 documents et qui part avec son chèque. Ça existe, mais ça s'appelle le loto, quoi. Donc voilà, c'est la Française des Jeux, tu vois. Donc là, moi, il y avait plein d'actionnaires, il y avait plein de gens, il y avait les investisseurs. Donc on est dans une très grande pièce, donc dans un beau cabinet d'avocats, et on sait qu'on va y passer la journée. Il y a une succession de gens qui vont défiler pour qu'on règle donc un tas de sujets, et parfois il reste des sujets un peu ouverts jusqu'au dernier moment. Ouais. Et donc là, en l'occurrence, ça a été le cas. Voilà, c'est quoi le sujet en suspens? C'était un des fonds qui, au dernier moment, donc, a fait comme s'il n'avait pas compris que une partie des frais, c'est lui qui les payait, et qui a dit non, mais les frais sont payés par Nadir. Ce à quoi Nadir a dit écoutez, c'est bon, j'ai déjà fait pas mal de concessions, je ne ferai pas celle-là en plus. Ce à quoi ils ont dit on ne signe pas, et ce à quoi j'ai dit rentrez chez vous. Voilà, donc, tu vois, mais s'ils ne signent pas. Il n'y a pas de deal. Voilà, il n'y a pas de deal. Non, mais à un moment donné, le terrorisme, donc, tu vois, donc, doit pas effectivement t'amener à faire n'importe quoi. Et donc, mais jusqu'au dernier moment, les gens tentent, quoi. Et donc, il y a toujours des trucs, des factures qui se présentent, parce que au moment du closing, en général, donc, on gère des flux, hein, et on envoie directement l'argent à un certain nombre de gens. Donc, et donc, on dit au fait, il y avait ça, personne n'avait l'audit de je sais pas quoi, et on te dit mais c'est à toi de la payer, etc. Et tu dis non, moi j'ai rien à voir là-dedans, tu vois. Bon, et donc voilà, donc je savais que si tu veux, parce que j'avais déjà l'expérience de ce genre de situation, et donc je savais que jusqu'au dernier moment, il pouvait y avoir donc des choses à gérer. Voilà, ça c'est le premier acte. Ensuite, une fois qu'on a signé tout ça, il y a eu un fait qui m'a un peu, qui a été l'annonce que on rentrait dans une nouvelle époque. Et donc, c'était quoi? C'était qu'à 16h, on avait une interview avec Le Figaro. Voilà. Et moi, j'ai toujours été leader de toutes les interviews que j'ai pu faire. Et là, en fait, pas toi. le mec posait des questions qu'à Cédric, et moi, il s'en foutait de mes réponses, tu vois. Et donc, je me suis dit, voilà, ça y est, c'est fini, quoi. C'est plus moi le chef, quoi. Donc, tu vois. Là, ça fait... Non, mais pour le coup, il se passe quoi dans la... Parce qu'il y a... D'abord, je le comprends, parce qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas et qui, du coup, poussent l'autre du coude, etc. Moi, je suis loyal, j'ai compris qu'effectivement, donc, voilà, on rentre dans une nouvelle ère, et donc, je vais être au service d'une cause, tu vois. Et donc, premier acte. Deuxièmement, je trouve qu'il répond plutôt bien aux questions. Voilà, et donc moi, c'est un gars que j'aime beaucoup, c'est Cédric Siré. Que le job soit fait, ouais. Et donc, je me dis, il est vraiment bon, etc. Donc, voilà. Et troisième élément, je me dis... OK, jusque-lors, en fait, j'ai été entrepreneur très tôt. J'ai commencé donc selon donc les biographies donc officielles ou pas. Mais donc lesquelles sont vraies? j'ai commencé donc à 21 ans, tu vois, donc comme entrepreneur. Mais j'ai commencé avant en fait, mais vraiment entrepreneur, donc 21 ans. Et donc j'ai toujours créé en fait quasiment les jobs qui m'ont fait vivre, à part entreprendre. Mais j'étais actionnaire donc très vite. Donc j'ai toujours été très fortement partie prenante, en fait, une anecdote, des sujets. Et là, pour la première fois, si tu veux, je savais que j'allais devoir accepter d'être
même pas le numéro 2. Le numéro 2 de cette boîte-là, j'étais en fait leader de la boîte parce que Cédric avait autre chose à faire que de s'occuper de cette boîte-là. Il en avait plein, et tu veux, donc j'étais une des boîtes dans un ensemble parmi d'autres donné, etc. Voilà, c'était plus du tout la même chose. C'est un peu le gars qui est enfant unique, il épouse une nana où il y a 15 gosses et il se tape, tu vois, et là il pèse plus à la table du repas, quoi. Donc voilà, et donc moi j'ai compris ça, quoi. Donc voilà, et donc donc il y a le vrai moment, en fait, c'est quand je quitte tard le soir, donc le cabinet d'avocat. Tu es rentré à quelle heure? Alors, je suis rentré très tard chez moi parce qu'en fait, si tu veux, je suis rentré à pied. C'est-à-dire que c'était dans le cœur de Paris. Moi, j'habitais le 15e et j'ai commencé donc à déambuler dans Paris, tu vois. Donc, à refaire toute l'histoire. À refaire l'histoire, à avoir un tas de rendez-vous, parfois réussis, parfois manqués, etc. Et peut-être en te disant... Et j'étais plus sur le passé que sur le futur. C'est fini. Et justement, tu pensais à quoi à ce moment-là? Plein de choses. Je pensais donc à ce que j'avais loupé, plus que ce que j'avais réussi, tu vois. Et en fait, je refaisais un peu le film, donc dans une logique qui n'était pas une logique de nostalgique, tu vois, qui était une logique de bilan, de masterclass, de bilan personnel, d'introspection un peu, tu vois. Donc voilà, de me dire, ben bon, globalement, tout ça n'est pas anodin. Voilà, je pense que minorer les choses, en fait, ça ne te sert pas. C'est-à-dire que j'aurais pu faire un peu de déni. Le mec blasé. Voilà, exactement. Et dire, moi, j'ai fait plein de trucs comme ça me pose aucun problème. Voilà, ou la 4e, ou la 5e, ça me pose aucun problème, etc., etc. C'est pas vrai. C'est-à-dire que, voilà, je pense que c'est au même titre que quand tu prends le train et que tu laisses quelqu'un sur le quai, ça te fait toujours quelque chose, si tu veux. Donc, surtout quand c'est ton enfant, ou l'inverse, tu vois. Bon, ben là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, voilà, je voyais un train qui partait, et moi, j'étais sur le quai de la gare avec mon petit chiffon. Et tu feras plus l'éducation du gamin. À faire un petit signe. C'est quoi la première personne que tu appelles ou avec qui tu partages à ce moment-là, donc d'abord, j'avais un bras droit à l'époque, Hervé Lemoine, donc j'étais très proche, donc qui participait à toutes les discussions, toutes les négos et toutes les mises en œuvre. Donc tout ce que je raconte là, il était évidemment présent. Bon, il était peut-être moins touché que moi, sans doute. Donc, mais en tous les cas, je l'ai plutôt vécu seul, moi, cette partie-là à digérer. Et puis après, donc, je suis rentré chez moi et donc j'en ai parlé avec ma femme. Mais bon, j'en avais déjà beaucoup parlé avec elle. Elle en avait assez oui, entendu. je pense que elle avait compris que j'avais vendu à Wedia, je crois. Mais peut-être c'était un vrai soulagement pour elle de dire. En plus, ouais, mais je lui ai un peu menti parce que je lui ai dit. Bon, maintenant, on aura une vie beaucoup plus cool. Et en fait, je pense que... à la réflexion, je suis pas sûr que... Je propose qu'on fasse un petit flashback vers les débuts de l'aventure pour comprendre ce qu'était Easy Voyage. À ses débuts, on va aller très vite là-dessus. On aurait pu faire un épisode entier sur l'aventure Easy Voyage. On est d'abord là pour parler de la session. N'empêche que c'est intéressant de comprendre ce qui a amené Webedia à s'y intéresser. Et vous en étiez. Pour ça, on part avec la grande Sophie du Courage. J'en connais qui tournent en rond ou qui longent les murs en comptant les saisons. J'en ai vu des dépourvus, des nouveaux départs qui ne mènent nulle part, des guerriers à la télé, des héros dans ma salle à manger. J'en ai lu des histoires vraies, mais la question que je me pose, sans ce sou je pourrais trouver du courage, 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 du courage. Tu vois, c'est tellement mieux quand on est sûr de soi, que l'on porte au bout des doigts de la force et l'espoir d'aller chercher plus loin en n'ayant peur de rien, de sonner à la porte de l'un. Encore un texte pour entrepreneurs, tu vois. Il y en a beaucoup. Hein. Non, mais à la fois pour le refrain, du courage, parce que je pense que c'est la principale qualité en fait d'entrepreneur, c'est le courage. Voilà, c'est quand on me demande en un mot, moi je dis voilà, du courage. Voilà, parce que en fait,
il ne faut pas croire que qu'il y a des gens qui réussissent plus facilement que d'autres, sans doute, mais que tout ça peut être un long fleuve tranquille. Il y a des jours où tu n'as pas envie de te lever, il y a des jours où tu en as plein le dos, selon la formule consacrée, il y a des jours où tu voudrais jeter l'éponge. Et donc, c'est ta détermination et ta capacité donc, à faire fi de tous ces sentiments donc, de difficulté qui t'entourent, qui à la fin amènent effectivement donc, à des grands destins. Voilà. C'est important de le dire et c'est ce qu'on essaie aussi de défendre dans nos médias avec les entrepreneurs qu'on soit. Mais quand tu vois LinkedIn et tu fais partie aussi de cet univers médiatique autour des entrepreneurs, mais beaucoup se disent « Ah bah c'est simple, ah bah c'est facile ». Moi je dis exactement le contraire. Donc si tu me suis sur LinkedIn, ce qui ne semble pas être le cas, donc, parce que tu m'as confondu avec Anthony. Donc, mais ça peut être flatteur pour moi. Je ne dis pas que simplement c'est pas la même vision du monde. D'un côté, il y a effectivement donc l'idée que tout ça est simple. En tout cas, quand tu appliques effectivement donc les bonnes méthodes, tu obtiens les bons résultats. Alors que moi, je pense que il y a plein de gens qui auraient mérité de réussir et qui ont échoué. Tu mets la même énergie à vendre une boîte qu'à la planter. Hein. Wow, ça veut pas dire, c'est pas l'énergie que tu y mets. C'est pas tellement parce que toi, tu es vraiment focalisé sur le fait de vendre la boîte. Mais pour moi, l'indicateur de réussite, c'est pas forcément de vendre sa boîte. C'est-à-dire que Grandjean, il a jamais vendu, donc vente privée ou VP maintenant. Ouais. Il mourra sans doute donc avec sa boîte. Dassault, tu vois, donc les grands industriels français sont pas des gens qui ont vendu leur entreprise. Donc déjà, vendre sa boîte, c'est pas forcément l'indicateur de réussite. Deuxième élément, donc lever de l'argent et dire j'ai levé 10 millions, 15 millions, 20 millions, c'est pas non plus un indicateur de réussite. Bon, ce qui est indicateur de réussite, c'est la valeur que tu as créée. Voilà. Et donc, dans cette logique de valeur à créer, eh bien, il y a une logique d'investissement. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est pas la Star Academy. Voilà. Donc, croire que parce que tu as chanté 3 chansons, donc à un prime, ça y est, ça fait de toi effectivement une vedette de la chanson, eh bien, c'est l'inverse de ce qui construit des carrières. Voilà, tous les grands du showbiz sont des gens. Sauf quand tu t'appelles Pierre Garnier. On verra comment il finira, le Pierre Garnier en question. Si tu veux, le jour, il n'y aura plus de queue de cheval. Donc, où la mode, il sera chauve. Donc, et avec un petit ventre. On verra effectivement donc, s'il a toujours autant de succès chez les gonzesses. Et donc, la réalité, il lui faudra du courage. Peut-être que ce sera un grand de la chanson. Mais en tous les cas, c'est pas avec un tube qu'on peut mesurer. Voilà. Des tubes, il y en a eu plein. Des gens qui sont l'homme d'une chanson. Si tu veux, il y en a plein. Et les grandes carrières, c'est pas ça. Si tu veux, les grandes carrières, ça se construit sur la durée. Parce que, de toute façon, la vie, c'est des fractures, c'est des fêlures, c'est des cicatrices. Et donc, c'est ça qui construit un homme. Et donc, dans l'entrepreneuriat, c'est à l'image, évidemment, donc de l'existence. Et au-delà de ça, l'entrepreneuriat, c'est du labeur, c'est de la sueur, c'est des frayeurs. Et donc, c'est des capacités donc à mettre en œuvre et à dépasser donc les sentiments immédiats. Parce que si, en fait, tu penses que c'est que du plaisir et du bonheur, bah, dans ces cas-là, il faut faire autre chose. Et c'est pareil, je finis juste là-dessus, et c'est pareil pour les artistes. Aucun artiste ne te dit que c'est que du bonheur. Ils te parlent tous de stress, ils parlent tous d'angoisse, ils parlent tous effectivement donc, de moments très compliqués où certains même ne veulent plus monter sur scène tellement ils ont peur. Et puis après, on les pousse et puis ça démarre. Si on veut avoir le temps de raconter toute l'histoire, je ne devrais pas remettre une pièce dans la machine, mais c'est quoi ta plus grosse cicatrice ? C'était ma question aussi. Incroyable. Désolé, je rappelle que ça incroyable. Non, bravo. Non, et moi, c'est très simple. Moi, c'est très simple, c'est le décès de maman. Donc, c'est facile de ce point de vue. Donc, moi, j'avais 28 ans et j'ai toujours le sentiment que j'en avais, je sais pas, 8, quoi. Donc, voilà. Donc, parce que c'est un départ prématuré. Donc, ma mère m'a eu très jeune. Donc, quand j'avais 28 ans, donc elle en avait 48, parce qu'elle m'a eu à 20 ans. Et donc, voilà, 48 ans, c'est Camus, dans L'Homme révolté, raconte qu'il est allé sur la tombe de son père à Saint-Brieuc et qu'il s'est rendu compte en voyant l'âge donc indiqué sur la tombe qu'il était plus vieux que l'homme qui était là enterré. Et donc il dit l'homme que j'étais était plus vieux que le père qui était enterré. Bon. Et donc moi ça y est, j'ai dépassé depuis longtemps l'âge à laquelle ma mère est décédée et ça restera effectivement donc une fêlure qui évidemment aura contribué à me construire mais qui n'est pas l'élément booster donc originel. L'élément booster originel chez moi, c'est vraiment le sentiment de l'injustice d'une condition de vie qui était médiocre alors qu'on avait des moyens intellectuels qui étaient au-dessus de la moyenne. Et donc, je me disais, c'est pas normal qu'on n'ait pas plus de moyens à notre disposition compte tenu, encore une fois, donc, du niveau culturel qui était le nôtre. Merci pour la parenthèse. Easy Voyage. Ah, c'est dur de rebondir là-dessus après. Hein. Non, je sais pas. Je préfère pas faire de transition.
Easy Voyage, tu le disais, création 2000. Les débuts sont pas faciles. Non. C'est 0 de chiffre d'affaires, avec un objectif B2C. Ouais, surtout, c'est pas facile parce que j'ai promis à plein de gens qu'on allait faire du chiffre d'affaires. Et j'en fais pas. Et donc, je me démène, etc. Mais il n'y a pas de marché. Donc, je pouvais toujours faire des claquettes, chanter des chansons et mettre toute l'énergie que je voulais sur le modèle originel. C'était quoi le modèle? C'est quoi le positionnement originel? C'est très simple. C'est comparer les prix des acteurs en disant Internet va tout révolutionner, mais surtout, effectivement, donc, dans le voyage. Parce qu'encore une fois, donc il n'y a pas de capacité à tester les produits. Donc, les prix qui passent leur temps donc, à bouger, enfin, on va pouvoir effectivement voir l'évolution des prix et on va pouvoir les comparer entre différents acteurs. Ce qui n'était pas le cas donc, à l'époque. Donc, je me suis dit, ce qui était une évidence, c'est sûr que ça allait marcher. Voilà. Mais il n'y avait personne que ça intéressait. On est en 2000. Voilà. Donc, 2000, ça n'intéresse personne. 2001, ça n'intéresse personne. 2002... ça intéresse quelques personnes autorisées. Et 2003, ça commence à basculer. Grâce, d'ailleurs, il faut le reconnaître, à un acteur que souvent que je décris, donc... mais il faut lui rendre... Au sens de décrier, hein, donc, mais il faut rendre hommage à la SNCF, puisque évidemment, ceux qui ont popularisé l'achat donc, de billets sur Internet, c'était évidemment, donc ça a été le train, le premier. C'était encore une époque où il fallait convaincre les gens de laisser leur carte. Bien sûr. Et où ils ont vu que ça facilitait leur vie, parce que moi, j'ai connu l'époque où on allait dans les gares, acheter le billet, on faisait la queue, etc. Donc là, d'un seul coup, ça a complètement libéré un tas d'énergie. Donc, et une fois que tu as pris le pli d'acheter ton billet de train sur Internet, le billet d'avion était juste logique. Voilà. Ouais. Et ça va se démocratiser. Ça a commencé à se démocratiser en 2004. Ça a commencé à avoir des volumes en 2004, exactement. On rappelle la date de session? Juin 2015. Juin 2015. Je propose qu'on accélère et qu'on fasse le petit up vers l'histoire d'après. Toute cette phase de négo, mais je l'ai dit avant les négos, avec Webedia, il y a des sujets LBO. Je crois même qu'il y a une offre d'achat que tu vas pas accepter, mais on en parle juste après Trust, antisocial. Tu chantes? On peut, hein, antisocial, ça. Ah, vas-y. Alors d'abord, il fallait bouger la tête comme ça. Et quand tu avais les cheveux longs, tu faisais comme ça pour que les cheveux tournent. Parce que tu le valais bien. Il n'y a plus que Sacha qui pourrait faire ça. Moi, c'était le grand tube de mon époque. Donc, quand j'avais 16 ans, quand effectivement Trust est apparu sur la scène musicale française. Donc, c'était au même moment qu'ACDC. Ah, il est chaud, hein? Tu bosses toute ta vie pour payer ta pire tombale. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu marches tel un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vices. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Non, ne balance pas la chaise, Jean-Pierre. C'est pas ça. Non, mais ce qui est assez génial, donc, c'est que voilà, ils ont Trust était vraiment en avance sur son époque. Donc le texte est assez génial. Donc et alors ce qui est très marrant, c'est que quand j'écoute des choses, ce type de texte, on se dit mais attendez à dire, c'est un gars inféodé au grand capital, qui a gagné plein de pognon, etc. Et maintenant finalement, tu vois, il se fait des sueurs froides en écoutant Trust. Moi, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que tout ça m'a nourri. Et en fait, cette colère qu'il exprime, moi, j'ai transformé en énergie positive. Voilà. Et je pense que l'époque devrait s'inspirer de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plutôt que d'aller casser donc, des préfectures, donc, des ministères, donc, ou de s'attaquer donc, à la police, en fait, ton énergie, mets-la au service d'une juste cause. Et après, les moyens que tu auras à disposition, fais en sorte donc, qu'ils puissent servir ta cause. Tu vois, je pense que l'idée, en fait, d'être contre tout ne fait pas un pour, quoi. Et être contre
contre, ça n'a jamais fait C'est pas comme avancer, c'est pas avancer comme en les maths choses. où moins et moins font plus. Oui, ou c'est pas comme, tu vois, tout le monde en fait rêve de la, bravo, tout le monde rêve de la révolution. Tu vois, tout le monde rêve du grand soir. Mais la révolution, ça a produit quoi? Et le grand soir, ça a produit quoi? Ça a produit qu'on a coupé des têtes, on a coupé des idées, on a coupé de la valeur. C'est les fins de révolution qui. Oui. Non, mais systématiquement, ça a plutôt détruit de la valeur. Donc, si tu veux en créer et qu'effectivement, donc, t'es en colère, encore une fois, Camus, l'homme révolté, tu vois, donc, t'as le droit d'être révolté. T'as le droit de vouloir, effectivement, changer le cours des choses. Mais donne-toi les moyens de le faire, voilà. Et donc, moi, je me suis beaucoup nourri, donc, de textes du type, effectivement, Trust. Si là, il y a des textes aussi qui sont très engagés. Moi, mon chanteur français préféré, donc, c'est Saez, enfin, contemporain, c'est Saez. Alors, Dieu sait que, si tu veux, il y a plein de textes sur lesquels je suis complètement en déphasage. Non, Saez, alors, il a des grands textes sur, effectivement, donc, la société qu'il faut totalement renverser, sur les politiques qui sont tous des salauds, etc., etc. Donc, si tu veux, tu vois, jeunesse, lève-toi. Bon, mais moi, je suis d'accord. Ouais. Jeunesse, lève-toi, mais lève-toi pour produire quelque chose. Tu vois, change les choses. C'est-à-dire que Greta Grunberg, au lieu de défiler le poing levé, etc., et de passer d'une cause à une autre, passant donc de l'écologie à la Palestine, elle ferait mieux d'essayer de mettre son génie au service de start-up qui vont, et les unes créer de l'énergie propre, et les autres retraiter les eaux grises, je ne sais pas, c'est-à-dire faire quelque chose qui va réellement changer le destin des gens. Et tu veux pas faire de politique, Jean-Pierre? Ben, moi, je pourrais faire de la politique, parce que Ah. j'aurais pas mal d'ingrédients Et qui... d'ailleurs, j'ai mon discours de. Lancement officiel. Encore une fois, donc, effectivement, je pourrais en faire, mais je pense que je ne serais pas forcément très bon. Pourquoi? Parce que la part de concrétisation des choses est tellement faible, tu vois, et ta capacité à vraiment faire changer les choses est tellement faible que je pense que ça se passe ailleurs. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que va essayer de démontrer le modèle Musk, auquel je ne crois pas du tout, hein, donc je le dis tout de suite, mais c'est ça qu'ils vont essayer de démontrer, c'est que un modèle de management avec 2 entrepreneurs à la tête du plus grand pays du monde pourrait produire beaucoup plus de richesse et de valeur. Moi, en tous les cas, je pense que je pourrais éventuellement faire un bon maire. Voilà. Parce que moi, si j'étais maire, mon programme, il serait très simple. Sécurité, propreté. Voilà. Et à chaque fois, vous me direz, mais votre programme, c'est quoi? Sécurité, propreté. Et moi, mon programme dans cette émission, c'est écoute, évidemment, et en même temps, on follow la. Mais la je ligne. réponds à vos questions, cher ami. Tout à fait. Et donc, C'est moi, c'est moi, j'ai dévié, mais je je termine me là-dessus, suis sur chauffé maire. parce que je me suis dit, c'est du gâchis, quoi. C'est du gâchis, Jean-Pierre, C'est lance-toi. gentil. Mais maire, pourquoi? Parce que maire, tu peux agir concrètement. Moi, j'irai avec les éboueurs le matin pour comprendre pourquoi les poubelles sont mal ramassées. Si elles sont mal ramassées, c'est sûrement que dans le process, il y a un truc qui va Je pas. vote pour toi à Paris. et Je vote en pour toi à Paris, je vote à Paris. Et en parlant de process, on va parler du processus. Oh, les transitions. Du process de session. J'évoquais, parce que tu m'as dit, bon, ok, la session à Webedia, mais si on Je parle l'ai pas dit cash comme out- ça. Non, Bon, non, mais je suis un mauvais acteur. Je fais mal, Jean-Pierre Nadia. Je parle pas assez. Pourtant, Dieu sait qu'il y a des gens qui m'imitent. Il paraît que c'est assez facile. Ok. Mais avant ça, donc il y a eu la succession de LBO et tu m'as dit, parce que c'est vrai qu'on en parle rarement de ce sujet, mais c'est beaucoup le fond. Il y a des avantages et des inconvénients. Et je veux bien que tu nous racontes comment tout ça s'est construit, pourquoi tu y allais, pourquoi finalement tu t'es dit est-ce que c'était la bonne idée et pourquoi à la fin finalement. Le LBO, donc évidemment, c'est un modèle de financement qui est assez génial pour des boîtes qui gagnent de l'argent, puisque tu vas pouvoir donc à la fois faire du cash-out, qui est donc le thème de cette émission, et en même temps te reluer en termes d'action. Bon, donc là, c'est magique. C'est-à-dire que tu es à la fois renforcé. Alors, tu peux faire évidemment, tu peux faire que du cash-out, tu peux faire que de la révolution. Il y a des gens qui font que de la révolution. Hein, donc, mais si tu fais un peu des deux, donc tu as le sentiment que c'est le modèle le plus abouti. Donc moi, j'avais un tiers des parts, comme je l'ai dit au départ, parce qu'on était 3. Voilà, il se trouve que c'est moi qui faisais tout et que c'est moi qui ai tout développé. Et donc, j'avais un modèle de relution au fur et à mesure des résultats qui me permettait de remonter donc, autour de 44%. Puis ensuite, donc, grâce au LBO, au premier LBO, justement, je me suis relué, je suis remonté donc, à 60%. Et j'ai pris un peu d'argent. Et au deuxième LBO, j'ai pris plus d'argent encore qu'au précédent. Et pourquoi j'ai fait ces LBO? Parce que j'étais dans l'idée de me dire,
il faut que j'ai un peu de cash perso parce que j'en avais pas du tout. Moi, j'avais tout mis dans mes boîtes. Donc, quand j'ai gagné de l'argent Donc, t'enlèves un avec peu les Entreprendre, dettes. j'ai tout réinvesti. Moi, voilà, et à chaque fois, j'ai tout réinvesti. Bon, et donc là, je me dis, parce que là, évidemment, il y a un rapport à l'âge. Tu vois, un jour, j'ai voulu racheter une boîte. Le mec m'a dit non, exactement. Donc, l'histoire que j'ai racontée me concernant. Mais moi, j'ai trouvé un autre argument que celui qui m'avait été opposé. Donc, était de dire au mec, mais au fait, t'as quel âge? Le gars, il me dit, j'ai 45 ans. Et ben, je lui dis, écoute, 45 ans, mon ami, si tu veux, l'argent n'a pas la même valeur selon les âges. Avoir plein de pognon à 45 ans, c'est pas la même chose que de l'avoir à 25. Et avoir plein de pognon à 60, c'est encore très différent. Tu vois. Et donc, des fois, moi, je pense qu'il vaut mieux prendre un peu moins plus tôt que de prendre un peu plus tard. Voilà. Donc, évidemment, si c'est un peu moins tout de suite et beaucoup, beaucoup plus, donc plus tard, la question peut se poser. Et encore, même. Il y a toujours le jeu de l'incertitude. Oui, oui. Voilà. Et puis, il y a le jeu aussi de ce que tu veux en faire, de ce que tu vas produire avec cet argent. Si tu veux, donc, si l'idée, c'est de t'acheter un bateau, une maison en Bretagne, donc, et de vivre de tes rentes, je pense qu'avec des chiffres qui sont inférieurs à ceux de la plupart des gens qui passent ici, tu peux tout à fait le faire. Voilà. Et donc, si maintenant, ton ambition, c'est de changer le monde, bah, il faut beaucoup d'argent. Et puis après, tu peux trouver des positionnements entre les deux, donc, qui permettent à la fois d'avoir une vie agréable et en même temps, donc, d'essayer de continuer à agir de manière concrète et positive. Et donc, pourquoi voilà. Et donc, pourquoi le LBO? Parce que je n'avais pas oublié la question. Pourquoi le LBO donc, a des inconvénients? Parce qu'évidemment, tu rembourses le LBO, la boîte, sur la trésorerie qu'elle dégage, sur les résultats qu'elle produit. Eh ben, une partie de cet argent donc, va au remboursement du LBO. Ce qui en soit normal. Qui, en général, bien sûr, et qui, en général, remonte progressivement. Bon. Et t'investis moins dans ton business. Et donc, exactement. Donc, tu as tout dit, mais bon, évidemment, c'est un peu ton métier en même temps. Donc, et donc, évidemment, donc, tu investis dans ton business. Et donc, quand tu es dans des modèles de croissance, on sait que la croissance, ça se finance. Parce que dans une course, prenons la finale du 100 mètres. Bah, la finale du 100 mètres gagne le mec qui a fait le meilleur temps. Et donc, pas le mec qui c'est le plus entraîné. Pas le mec qui est meilleur. Non, mais je veux dire que toi, tu t'es entraîné toute l'année. Tu es passé de 10-10 à 9,80, tu peux dire c'est fantastique, quoi. Sauf que s'il y a 7 mecs qui sont en moins de 9,80, bah, t'es 8e. Et donc, à un moment donné, c'est exactement la même chose pour la croissance. C'est que dans une compétition, il y a tes qualités, mais il y a aussi ce qui t'entoure et la qualité des autres. Et donc, quand ils ont beaucoup plus de moyens que toi, si tout le monde peut accélérer avec toi, ouais. Exactement. Si toi, en plus, tu te prives de moyens, donc tu charges un peu ton sac à dos avec un peu de poids, bah, c'est clair que tu peux dire, c'est grâce à ça que je me suis acheté un appart, je suis vachement content. Enfin, en même temps, tu as obéré une capacité d'investissement et donc une partie de ton potentiel futur. Et en l'occurrence, toi, ce sera un projet de rachat, d'acquisition externe, sur lequel je crois que tu ne vas pas aller. Au tout début? Non, à ce moment-là du LBO. Au deuxième ou troisième, j'ai peut-être pas compris ton histoire. Non, moi j'ai fait. Non, moi mon histoire, c'est je refuse une cession en 2004. Non, ça oui. Mais ensuite, je fais 2 LBO 2007-2013. Voilà. C'est un exemple fictif que tu donnais tout à l'heure en disant du coup, je rembourse et c'est du coup une acquisition que je peux pas faire. J'en ai fait une acquisition, mais j'ai pas pu faire tout ce que j'aurais aimé faire. Si tu veux, y compris d'ailleurs, donc développer plein de pays où je n'étais pas, puisque grosso modo, à ce moment-là, on voit qu'il va y avoir des acteurs mondiaux, donc de la comparaison. Et donc, parce qu'arrive sur le marché, donc Kayak, Skyscanner, donc et Trivago pour la partie hôtelière. Alors, Opodo n'était pas un comparateur, donc Opodo était un vendeur de billets d'avion, et nous, les comparateurs, on ne vendait pas les billets, et justement, on comparait les prix de tous ces acteurs, donc hôteliers. Mais par contre, Opodo s'est regroupé donc, avec GoVoyage et eDreams. Il y a eu la triplette, et ils ont racheté un comparateur qui était l'Illigo. Voilà. Booking a racheté Kayak, Expedia a racheté Trivago, les Chinois de Ctrip ont racheté Skyscanner, et donc je me suis retrouvé tout seul au milieu avec un écosystème qui changeait donc, de manière extrêmement forte, puisque une partie des investissements qui jusqu'alors étaient que digitaux sont passés effectivement en offline, et vous avez vu fleurir des spots télé, comme j'avais l'histoire de la pub du voyage, vous en avez vu, c'est-à-dire Trivago et Kayak qui étaient en spot télé en déferlante permanente. Et donc là, moi je me suis retrouvé sous les bombes de nos amis, et avec pas les moyens de résister. Donc je suis passé en fait d'industriels du secteur, tu vois, à artisans terroristes qui essayaient de se battre avec beaucoup moins de moyens que les
forces militaires en face. Voilà. Donc j'avais les Panzerdivisions et moi j'étais là donc avec mon sabre. Et d'ailleurs ça me rappelait que si tu veux donc en 36 les cavaliers polonais ont chargé sur les chars allemands sabre au clair et à ce moment-là les gens disent mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est héroïque, et tu dis oui mais ils sont tous morts hein. Donc voilà. Et donc à un moment donné je me suis dit mais attends je vais pas résister à tout ça quoi. Voilà. Donc, va se poser la question de s'adosser. Alors, c'est posé plusieurs questions, donc savoir ce qu'on allait faire. Donc, premier acte, évidemment, au fur et à mesure du parcours, les gens qu'on cite sont venus nous voir pour nous racheter. Évidemment, quand tu as une position forte sur un marché, donc immédiatement se passe une chose, c'est que les différents acteurs qui veulent accélérer, donc prendre des positions très vite, veulent acheter le leader sur tous les marchés. Moi, j'avais été leader européen, donc j'étais passé donc à 3e sur le marché anglais, 1er sur le marché français, donc ça avait une vraie valeur industrielle. Donc évidemment qu'ils sont tous venus me voir pour me racheter. Donc d'abord ça a été à une époque donc Voyage SNCF qui était l'hôtelier français donc de référence. Hein. Aujourd'hui ils ne vendent plus que des billets de train, mais à une époque ils vendaient des voyages, ils vendaient des billets d'avion, etc. Bon, tout ça n'était pas très clair pour le consommateur, mais ils étaient dans ce mouvement et du reste ils ont acheté l'Illigo, qui était mon concurrent, parce que moi, j'ai pas fait le deal. Et donc, ils ont acheté le numéro 2 de l'époque, qui était l'Illigo, et ils l'ont revendu quelques années après, donc à Audi Géo, qui avait Go Voyage, Opodo, etc. Donc, premier acte, on refuse. Typiquement, au moment où ils rachètent l'Illigo, c'est à peu près synchronisé. Ils discutaient avec les deux. Non, c'est moi qui refuse. Et donc, ils rachètent quelques temps après l'Illigo. Alors, j'imagine qu'ils discutaient peut-être avec les deux, mais en tous les cas, on avait leur faveur. Ils préféraient acheter le leader. Ensuite, Kayak donc, vient en France. Steve Hafner, le fondateur, qui était un mec beau gosse, qui passait son temps à faire des fiestas, etc. L'anti-nadir, quoi. C'est-à-dire que moi, j'étais un laborieux transpirant. Et lui c'était le gars qui tout lui réussissait facilement. Voilà. Et donc, on se voit. C'était peut-être juste un post LinkedIn. Non, mais il avait en tous les cas cette comment dirais-je, cette élégance naturelle des gens qui savent qu'ils vont y arriver parce que la vie leur a toujours souri. Voilà. Alors que moi, en fait, ça a toujours été l'inverse. Même quand je réussis, je suis angoissé de la défaite parce que je me dis, c'est pas possible, il va se passer un truc. Voilà. Donc, tu vois, donc on était vraiment les opposés. Et donc, on a fait une grande réunion, on s'est marré, etc. Mais concrètement, donc, à la fin, il m'a dit, ouais, ton truc, c'est compliqué, etc. Bon. J'aurais pu présenter les choses différemment, j'aurais pu essayer de le convaincre, mais en fait, j'ai fait une erreur tactique, c'est que j'ai traité avec lui d'égal à égal. Voilà. Or, si tu veux vendre, accepte l'idée par avance qu'il y a un acheteur et un vendeur, voilà, et que le pouvoir, il est quand même à l'acheteur. Voilà. Moi, je pense qu'à un moment donné, dans une négo, il faut savoir qui est qui. Voilà. Et là, je pense que j'ai fait une petite erreur psychologique. Donc, j'ai même à un moment donné, je pense, j'ai fait 2-3 vannes, tu vois, qui l'ont un peu déstabilisé. Et je pense que voilà, j'avais une espèce de décontraction vis-à-vis de lui qui n'était pas forcément et en habituelle. Anglais, c'était peut-être pas les bons mots. Comment ? En anglais, c'était peut-être pas la même vanne. Si, parce que j'ai un vocabulaire qui est effectivement assez limité, mais qu'on arrive bien à comprendre, surtout qu'en plus, j'accompagne ça d'une gestuelle et une mimique qui, en général, donc, aide à la compréhension. Ouais, c'est intéressant comme approche de se dire... mais oui, parce qu'en fait, si tu veux, les gens, si tu vends. Voilà. C'est-à-dire que, soit dans ce mindset-là, viens avec cette idée-là. Donc, vends le mieux possible, mais vends. Voilà. Moi, j'étais dans l'idée de me dire... J'ai plein de possibilités. Celle-là en est une. J'aurais dû... C'est un peu le dragueur qui pense qui attaque toutes les filles dans une soirée. En général, il ne repart tout seul. Voilà, si tu veux aboutir, il faut que tu aies une cible, quoi. Il faut que, tu vois, tu peux pas tromper les gens en ayant le même discours avec tout le monde. Mais et donc, toujours le plan B, le plan... ouais. Donc moi, j'avais plein de plans en tête, si tu veux, et j'aurais dû être focus. Voilà. Donc je pense que c'est mon erreur. Alors, pour être focus, il eût fallu... Il eût fallu que j'ai compris que c'était sans doute ma meilleure voie. Or, ce n'était pas vraiment le cas. Pourquoi ce n'était pas le cas ? Parce que j'avais des actionnaires financiers qui, chaque fois qu'on avait une opportunité, trouvaient que le prix était insuffisant et qu'on pourrait toujours avoir plus. Voilà. Et donc, moi, c'était une petite musique qui était douce à mon oreille et je me suis laissé un peu bercer. Et donc, on a parlé avec des gens pendant 3 ans avant d'aboutir à Webedia. On a même parlé avec Webedia 1 an et demi avant qu'on fasse le deal, qui nous a fait une offre qui était bien meilleure que celle que j'ai prise ensuite. Voilà, puisqu'évidemment, les opportunités donc, ne durent pas indéfiniment et ils avaient plus besoin de nous à ce moment-là et ils étaient surtout dans une dynamique qui était beaucoup plus forte d'acquisition et donc les prix étaient beaucoup plus élevés. Voilà, et donc on a trop tardé, voilà, par manque en fait de certitude et donc de détermination.
Il y a juste un sujet qu'on a évoqué ensemble avant de lancer les caméras et les micros liés au LBO. C'est, tu as expliqué tous les intérêts, mais il y avait aussi ce sujet, tu expliquais les covenants, les clauses sur lesquelles tu te mets d'accord. Et je te demandais, il se passe quoi si typiquement tu fais pas les bidas que tu as Oui, mais parce qu'un LBO donc, est basé sur ta capacité donc, à le rembourser. Et donc, celui qui te prête l'argent va mettre en place un cadre pour être sûr que tu vas pas faire n'importe quoi avec ton argent. Ce qui est Et normal. d'un seul coup, tu vas pas te dire, tiens, je vais investir dans tel ou tel secteur qui n'a rien à voir avec mon secteur. Mais du coup, on met des chiffres, indicateurs que tu dois délivrer chaque année. Et donc, les convenances bancaires, ceux qui nous écoutent, j'imagine, sont à l'aise avec ces notions. Elles sont en général basées sur de l'EBITDA, donc à produire chaque année, basées sur du chiffre d'affaires à produire chaque année, basées sur un niveau de trésorerie donc, que tu dois avoir en fin d'année. Voilà, parce qu'avec ces 3 éléments-là, finalement, tu as une vision assez claire de l'activité de la boîte. Hein. Et donc, quand tu veux faire des investissements, eh ben, tu vas devoir Faut convaincre. leur demander leur avis et les associer à cette démarche. Et donc, eux... Ce sont des associés. Oui, parce que ce ne sont pas les associés, justement. Parce qu'en fait, eux, ils n'ont aucun intérêt à ce que tu produises beaucoup plus de valeur que celle, effectivement, que tu as annoncée. Puisque le sujet, c'est le remboursement. Leur sujet, c'est le remboursement. Alors qu'un actionnaire à qui t'explique, pendant 2 ans, on fera 0 d'EBITDA. Mais dans 3 ans ou dans 4 ans, on aura 10 fois plus de valorisation. Bah, lui, il peut comprendre ça et qu'il n'y ait pas d'EBITDA. Si la boîte continue. C'est la différence entre le métier de banquier et le métier d'investisseur. Exactement. Et le LBO, c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire que les gars, alors maintenant, ils ont contourné le système, puisque en général, quand ils prêtent de l'argent, donc avec un système donc, de remboursement donc, différé, ils associent donc, à ces remboursements des BSA qui peuvent exercer à la fin et qui fait un complément de prix. Et donc, ils sont associés à la création de valeur. Ça, c'est malin, parce qu'en fait, du coup, tu réalignes tout le monde. Mais quand tu en as un qui est que dans la dette, et l'autre qui est dans la valeur créée plus tard, et que celui en plus qui est dans la dette se dit, mais s'il crée beaucoup de valeur, je suis un peu le cocu du système, parce que j'ai mis de l'argent, eux, ils vont faire 20 fois la mise, et moi, en fait, j'ai 5%, enfin, j'ai 10% d'intérêt par an. Tu vois ? Donc, finalement, si tu veux, il y a le désalignement, en fait, c'est ce qu'il y a de pire. Toujours. J'imagine que certains qui nous écoutent se disent, et il se passe quoi si, in fine, tu décides de faire tel investissement et que tu remplis pas un des critères des covenants? Bah, il se passe que tu vas être en bad liver et ils peuvent te virer, quoi. Donc après, certains prennent le risque, hein, donc il arrive que ce risque soit payant, du reste. Donc, mais concrètement, donc il y a aussi l'inverse de gens qui étaient aux affaires, donc sont virés par les actionnaires parce qu'il n'a pas respecté le cadre fixé et que donc ils considèrent que il y a une fracture donc dans le rapport de confiance, hein, il y a une rupture de rapport de confiance et auquel cas donc les décisions peuvent être très violentes et elles peuvent même être contre-productives pour la boîte et certains sont même prêts à perdre la boîte, donc juste pour la valeur d'exemple, quoi. Donc, si tu veux, jouer à ce jeu-là, c'est quand même jouer, tu vois, à un jeu dangereux. Et je pense que ouais, et je pense que quand tu es entrepreneur, tu dois être responsable. C'est-à-dire que, encore une fois, rappelons-nous de ça, tu as engagé plein de gens derrière toi, tu as engagé plein de gens sur un projet, donc tu n'es pas seul à décider. Entrepreneur, c'est exactement le contraire de ce que pensent les gens qui pensent que c'est être un homme libre. Pas du tout, c'est un gars qui rend des comptes à plein de gens. Voilà, c'est ça, entrepreneur. Il rend des comptes d'abord à sa famille, parce qu'il a pris des engagements. Souvent, d'ailleurs, il ne les tient pas. Il rend des comptes donc, à ses amis, parce qu'il ne les voit plus. Il dit, mais pourquoi on ne te voit plus ? Parce que je suis crevé, parce que je bosse comme une bête. Bon, très bien. Troisièmement, donc il rend des comptes évidemment aux gens qu'il a engagés, à qui il a promis donc une aventure et une feuille de route. Il rend des comptes aux fournisseurs, à ses clients, à ses banquiers, etc. Non, mais c'est très important de comprendre ça, quoi. C'est-à-dire que, en fait, c'est pour ça qu'il faut être. C'est pour ça qu'en fait, quand on dit, on peut être entrepreneur sans être charismatique. Oui, à condition que tu délivres vraiment, parce que avoir du charisme, ça t'aide quand même souvent à faire en sorte d'expliquer pourquoi on n'y est pas. Voilà. Et souvent, quand même, tu n'y es pas. Hein, donc. On va aller sur les négos que tu as commencé à évoquer avec Webedia. Juste avant ça, on l'évoquait rapidement, mais il y a eu des ventes avant celle-ci avec Easy Voyage. Il me semble que c'était la question que tu souhaitais aborder, Grégoire. Absolument. Bonjour Thomas, bonjour Jean-Pierre. La petite question était un peu de revenir en avant et notamment une des sociétés que tu as vendues, qui était Éditions de Demain, où il y avait déjà eu une opportunité de cession qui avait été un peu retardée dans le temps, un peu contrariée, ratée, tu veux dire ? Contrariée, dirons-nous, voilà. Et est-ce que c'est justement cette histoire, tu l'as de nouveau en tête quand, avec Easy Voyage, il y a cette opportunité de céder de nouveau ?
D'abord, moi, j'ai cédé donc très tôt, parce que en fait, j'ai créé donc la première entreprise de livraison de pizza à domicile quand j'avais donc 21 ans. Je l'ai cédé donc quasiment 1 an et demi plus tard. Donc, j'avais 2 centres. Pourquoi je l'ai cédé? Parce que j'étais le premier en Europe et j'ai commencé à voir arriver donc à l'époque ça s'appelait pas Pizza 30, mais c'était l'équivalent. Et donc moi j'avais mis 50 000 francs pour faire un centre, et eux ils mettaient 1 million. Bon. Et donc j'ai bien compris que grosso modo j'avais pas forcément les moyens de cette ambition, et donc j'ai cédé à un type assez génial on pourrait faire un épisode entier sur lui, donc je vais passer. On pourrait faire 1000 épisodes avec toi, Jean-Pierre. Mais en tous les cas, donc voilà, j'ai cédé. Ensuite, je me suis associé avec Robert Laffont pour faire le magazine Entreprendre. J'ai fait 2 ans avec Robert, donc on a vraiment développé le magazine à fond. J'avais 15% donc du capital, puisque j'avais accepté en fait, j'avais proposé de rentrer donc comme directeur marketing et de la pub, et en ayant un salaire très faible, mais en étant payé donc en actions. Donc, on va dire, c'était pas un modèle d'earn-out, mais c'était un modèle effectivement donc où je capitalisais donc des titres assez vite sur mes résultats. Et en fait, on avait fait un plan sur 3 ans, et j'ai eu tous les titres donc en 6 mois. Donc, au bout de 2 ans, j'ai vendu, et là j'ai eu pas mal d'argent qui m'a permis de lancer mon premier magazine, donc de faire mon groupe de presse auquel tu fais référence. Et effectivement, en 96, j'avais commencé donc à m'intéresser au digital et à Internet. C'était vraiment les débuts. Pourquoi je m'étais intéressé à ce sujet-là? Parce que j'avais une agence photo. Et donc, je vendais donc, mes productions dans 40 pays. Et donc, on a commencé à transférer les documents donc, de manière digitale. Deuxièmement, dans la presse, on a commencé à supprimer la gravure donc, et à pouvoir donc, digitaliser donc, là aussi. Et puis, troisième raison, j'avais été approché par la chaîne de télé Voyage qui avait, eux, observé qu'aux États-Unis, il y avait un petit mouvement et qui voulait développer donc, un portail travel, et qui avait identifié que j'avais beaucoup de contenus éditoriaux, et que j'avais pas mal d'audience, et que, avec mes journaux, et que donc je pourrais être un bon partenaire donc, pour eux. Donc ces 3 raisons avaient fait que je m'étais intéressé au domaine digital, et j'avais bien compris que ça allait changer beaucoup de choses. Et là, donc, un fonds d'investissement vient me voir et m'explique qu'ils sont capables d'investir sur du long terme, parce qu'ils sentent bien qu'il y a une révolution qui va s'opérer donc, dans le voyage, que évidemment le Internet allait révolutionner beaucoup de choses, mais particulièrement le voyage. Pourquoi? Parce que à partir du moment où c'est un produit matériel, bien, on n'avait pas beaucoup d'avantages donc, à se déplacer en agence, et que tout ce qui était en agence allait pouvoir apparaître sur ton écran. Et donc, j'ai commencé à discuter avec eux, et puis à un moment donné, on s'était mis d'accord sur un cadre. Ils ont commencé à ne pas respecter le cadre, et j'ai préféré donc surseoir donc aux discussions qui étaient en cours, ce qui a été une vraie erreur, parce qu'ensuite j'avais lancé des magazines qui ont moins marché, Sport Magazine et Mer et Océan, et donc j'ai eu 2 années très difficiles. J'ai réussi à remettre d'équerre donc le groupe, et là donc j'ai cédé dans des conditions moins bonnes que ce que j'aurais pu faire évidemment donc en 96. Voilà. Et donc la question de Grégoire, c'est qu'est-ce que tu retiens de cette aventure pour ce dont on va parler? Oui, je retiens de cette aventure donc le fait que j'ai pris une décision à un moment, et que je l'ai ensuite assumée, et que si je refais l'histoire, peut-être que j'aurais mieux fait effectivement de faire le partenariat, parce que c'était pas une cession, c'était pour le coup donc une entrée au capital avec beaucoup d'ambition, donc de développement, et un petit peu de cachot, puisque c'est le titre de l'émission. Donc j'avais déjà fait du cachot donc 2 fois donc précédemment. Là, j'aurais pu faire et du cachot et avoir les moyens donc de me développer. Voilà, et j'ai sans doute loupé cette opportunité. Ceci dit, vu que ça commençait assez mal nos relations, peut-être qu'il m'aurait viré au bout de 6 mois, et que globalement donc l'histoire n'aurait pas été plus belle que celle que j'ai vécue ensuite. Et donc, je pense que c'est toujours compliqué de savoir ce qu'il fallait faire. Donc, je vais vous donner un exemple très concret. À aucun moment, tu t'es dit on m'y reprendra plus? Non, parce que, si tu veux, chaque situation est différente. Il y a des gens qui ont divorcé 4 fois, donc, et pourtant, donc, ils avaient appris la première fois que c'était pas si simple la vie à 2. Donc, c'est pas toujours pour les mêmes raisons que tu divorces. Mais oui, mais c'est pas toujours pour les mêmes raisons que tu vends. C'est vrai. Des fois, tu vends de manière glorieuse. Des fois, tu vends parce que t'as pas le choix. Des fois, t'aurais dû vendre, t'as pas vendu. Des fois, t'as vendu, t'aurais mieux fait de rester. Enfin, bon, mais jamais tu récupères l'entreprise 1 semaine sur 2. Si, il y a des gens, figure-toi, qui le font. Alors, c'est pas 1 semaine sur 2, mais c'est au bout d'1 an.
Et t'as on des gens revient. qui, avec l'argent qu'ils Tout ont à touché, fait. rachètent la boîte C'est parce vrai. que le repreneur n'a pas été très bon. Ah, Donc, on avait reçu Rick Carell de WeSings là-dessus, vendu à Nokia. bah voilà, je raconte ça parce qu'en fait, il faut, dans ce type d'émission, je pense qu'il y a un écueil qu'il faut vraiment éviter, c'est d'être définitif sur les sujets et d'être sentencieux donc dans les réponses qu'on apporte. Parce qu'en fait, chaque histoire est particulière et ce qui est important, c'est un mode de raisonnement plus qu'effectivement donc d'une martingale qui te permettrait de gérer donc les situations. Et donc, c'est quoi le raisonnement ? Le raisonnement, donc, je vais vous expliquer que au début d'Easy Voyage, donc, puisque on se projette après donc sur l'épisode Webedia, mais au début d'Easy Voyage, donc j'ai eu au bout de 4 ans la possibilité de vendre Easy Voyage. Et c'était vraiment une situation à une époque où je crée en 2000. 2000, je fais 0 de chiffre d'affaires. 2001, donc guerre plus. Et 2002 et 2003, je fais du chiffre d'affaires en B2B parce que je fais des prestations. Grosso modo, je fais des ménages partout où je peux. Donc, pour financer un B2C hypothétique qu'on ne voit toujours pas arriver. Et début 2004, la vague commence à prendre. Et mi-2004, donc, j'ai une proposition de vendre donc Easy Voyage à un groupe qui était, à l'époque, qui avait un outiller assez en vue qui s'appelait eBookers. Donc, c'était un groupe indien qui était un des premiers acteurs, en fait, sur le web, marchand, du voyage, et qui, d'ailleurs, a vendu ensuite. Donc, ça a été racheté par Expedia, donc, quelques années plus tard. Et donc, ils viennent à Paris pour me rencontrer. Parce qu'ils étaient fascinés par le modèle du comparateur. Voilà. Et ils avaient bien compris que c'était le modèle qui allait tout révolutionner. Et moi, j'avais un double modèle, comparaison de prix et contenu. Et ils étaient aussi convaincus qu'il fallait des contenus. Donc, je correspondais complètement à ce qu'ils cherchaient. J'avais quand même un premier handicap, c'est que je suis nul en anglais. Voilà, tout à l'heure, tu m'as fait remarquer que mon accent n'était pas très bon. C'est pire que mon accent, c'est que ma grammaire, ma conjugaison, bref, je suis nul en anglais. Mais ceci dit, ça n'empêche pas d'essayer de parler. Bon. Comme tu chambres, je chambre. Non, mais il n'y a pas de problème parce que c'est une vérité. C'est-à-dire que moi, en fait, je pense que ce type d'émission est intéressante si on est en sincérité. Et donc, quand le gars vient et qu'il t'explique qu'il est bon partout, si tu veux, ça ne sert pas à grand-chose, que tu te dis, moi, j'ai pas ces qualités, donc je ne pourrai jamais y arriver. Moi, quand les gens m'écoutent, ils se disent, ah bah, si ce gland a réussi, on peut tous, effectivement. Alors que pour réussir, il suffit d'acheter ma formation. Ah ben ça, je ne savais pas, si évidemment. Tu veux. Donc, mais tu as dit que les plateformes de produits, il n'y en avait qu'un, ça fait déjà le deuxième. Non, on n'a pas de formation, tous vos témoignages sont gratuits. Très bien. Donc, je suis donc, à cette réunion donc, avec plein d'avocats donc, dans un joli cabinet. Et le gars donc, nous explique comment il voit les choses, le prix, etc. Bon. Et donc, le prix, je peux le donner. Donc, il proposait donc, de racheter la boîte pour 9 millions d'euros. Moi, encore une fois, j'ai fait 0 de chiffre d'affaires en 2000-2001. Ce que tu disais tout à l'heure. En 2001, je monte sur une chaise donc pour expliquer aux salariés que je ne pourrais pas payer les salaires à la fin du mois et que je vais leur faire une lettre pour leur banquier pour dire qu'ils seront payés un peu plus tard. Bon, voilà, et j'anticipe un revenu B2B. Donc, parce que j'arrive à convaincre le mec qui me paye tout de suite, etc. Et je paye les salaires avec ça. Donc, on est la vraie 3 ans plus tard. Ouais. Et le mec me propose 9 millions. Bon. Ça fait réfléchir. Je dis non. Voilà, avec les actionnaires, etc. On réfléchit, on dit non. Et donc, semaine suivante, donc, le gars, on lui dit non. Bon, le mec revient et il dit, je veux parler seul à seul avec l'entrepreneur. Et donc, me voilà dans un petit bureau. Mais tu l'as pas sombre. laissé parler. Si, parce que c'était en anglais. On te dit que je suis pas bon en anglais. Donc, on est dans un petit bureau. Donc, c'est plus la grande salle de réunion. On est quasiment collés l'un à l'autre. Voilà. Et le gars me dit, Monsieur Nadir, on vous a proposé 9 millions d'euros. Bon. Pour une boîte qui allait peut-être faire, tu vois, cette année-là. Alors, ceci dit, cette année-là, j'ai fait quand même 500 000 d'EBITDA. Tu vois, donc, et l'année suivante, j'ai fait 1,5 million et après, j'ai fait 3 millions. Mais au moment où il me parle, donc, il me dit, bon, c'est 500 000, vous allez faire donc 2-3 millions de chiffre d'affaires. Ces 3 millions, on propose 3 fois donc, le chiffre d'affaires, c'est déjà assez unique. Là, on ne parle pas d'EBITDA, on ne parle pas de... Tu vois, bon. Et il me dit, OK, et vous avez dit non, très bien. Il me dit, rappelez-moi, vous avez 33%, à ce moment-là, j'ai 33% de la boîte. Ensuite, j'ai été relué grâce au LBO et je suis remonté à mon délai à 60%. Mais au début, j'ai 33% à ce moment-là. Et il me dit, donc, vous refusez, il laisse en suspens, bon, je termine la phrase, je dis, a priori, 3 millions d'euros. Il me dit, c'est ça, 3 millions d'euros. Il me dit, donc, rassurez-moi, vous les avez sur votre compte.
Et moi, j'avais 400 000 € de dette personnelle. Tu vois, j'étais relancé par les huissiers tout le temps, etc. J'ai eu des trucs partout. Mais ça, tu le savais au moment où tu as dit non. Oui, Ouais. mais là, oui, sauf que moi, j'avais Et pas il te le réfléchi remet comme en ça. face. Moi, j'avais réfléchi, quand il m'a proposé l'argent, j'ai réfléchi à qu'est-ce que ça vaudra demain. Ouais. Lui, il me dit, mais tout de suite, là, Pour toi. c'est quoi ta situation? Et toi, est-ce que tu es... Il me dit, est-ce que tu les as, les 3 millions? Donc, je réponds. Donc là, je pense aux 400 000 de dette, etc. Et je dis, non, je ne les ai pas. Il me dit, alors, tu dois les prendre. Tiens. Et je rentre chez moi, et toute la nuit, je pense à ça. Et je me dis, alors, tu dois les prendre. Mais je me dis, mais le mec, il a raison. C'est-à-dire que je suis vraiment un gland intégral. C'est-à-dire que je refuse 3 millions d'euros alors que j'ai 400 000 de dette. Je ne sais même pas ce qui va se passer demain. Voilà. Et tout ça parce que je suis convaincu que ça vaudra plus. Mais est-ce que d'abord, ça vaudra plus? Et deuxième élément, donc, Ça, tu le sais qu'en est-ce le faisant. qu'avec cet argent-là, j'irai pas plus vite pour faire autre chose? Voilà. Et donc, malgré tout, j'ai continué. On a dit non. Voilà. Mais cet argument de dire, est-ce que tu les as? T'es bien conscient que ça pourrait changer ta vie et tu refuses au nom d'un futur incertain, voilà, hypothétique. Donc, tu refuses une certitude immédiate au nom d'un futur hypothétique qui pourrait être plus brillant, tel le paradis, tu vois, mais dont tu ne sais pas. Tu vois, il y a une phrase assez géniale d'une comtesse, mais que je ne connaissais pas cette phrase à l'époque, d'une comtesse italienne qui avait fait écrire sur sa tombe « Ici gît une femme de bonne compagnie qui, pour plus de sécurité, fit en ce monde son paradis. » Pour plus de sécurité, fit en ce monde son paradis. Voilà, ben moi, j'aurais pu me dire, attends, 3 plaques, c'est mon paradis, 3 millions d'euros, je viens d'une ferme où on n'avait pas un rond, j'avais jamais craqué de ma vie beaucoup d'argent, etc. Et donc, d'un seul coup, j'avais eu l'argent quand j'avais vendu mes parts d'entreprendre, mais j'ai tout de suite réinvesti en totalité. Donc, j'avais jamais bénéficié de moyens comme ça. En plus, il y avait une révolution qui était en cours, dont j'avais capté un certain nombre de choses. Donc, finalement, avec des moyens et une petite vision, peut-être que j'aurais pu effectivement accélérer, mais je ne l'ai pas fait pour une raison donc assez simple, c'est que mes actionnaires... Après, moi, j'accélère. Et après, j'accélère. Mes actionnaires ne voulaient pas, donc ils pensaient qu'on allait créer plus de valeur, et moi, j'ai le respect de l'actionnaire, notamment d'un de ces actionnaires, enfin de 2, qui avait misé sur moi, alors même qu'on ne savait pas ce que j'allais faire. C'est-à-dire que j'ai un copain qui... quand j'ai vendu donc à Webedia et que quand j'ai vendu le groupe de presse et que j'ai quitté le groupe de presse, m'a invité à dîner et m'a dit voilà, moi je mets avec toi donc 1 million d'euros sur ton prochain projet. J'ai dit mais tu connais pas mon prochain projet, tu sais même pas si j'en ai un. Paris sur l'homme. Voilà, il m'a dit moi rien à foutre, je mise Nadir. Et donc ça c'est très bon. Parce que tu vois, tu pars de là, tu te dis quand même, j'ai des qualités qui apparemment donc sont suffisantes pour que de gens prennent des risques à mes côtés. En même temps, c'est une vraie responsabilité. C'est-à-dire que je le concevais plus comme un devoir. Et donc ensuite, j'ai essayé d'être loyal vis-à-vis effectivement donc de mes camarades. Voilà, c'est ce qui m'a amené sans doute à prendre cette décision et qui, au final, était plutôt une bonne décision au regard de la valeur qu'on a créée par la suite. Mes valeurs que j'ai mis 15 ans à créer, voilà, et que j'aurais peut-être effectivement bonifié cet argent plus vite en faisant autre chose. Voilà. On ne le saura jamais. Et donc, tu évoquais Webedia avec cette première approche qui avait été faite quelques années plus tôt. Qu'est-ce qui va faire que là, les négociations repartent? C'est toi qui y vas? C'est eux qui rappellent? C'est une banque d'affaires? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se reparle? C'est une bonne question. Je pense que c'est moi qui les ai rappelés. Hein. Donc, j'avais gardé contact avec Cédric. On échangeait de temps en temps. Et donc, on a pris un café un matin et on a relancé donc le process. Voilà. Donc, ce qui explique, tu as expliqué le fait qu'ils ne sont pas dans la même conjoncture, mais le fait que ce soit toi qui revienne, tu penses que ça joue aussi dans... Bah, c'est évident. C'est-à-dire que si tu veux, le mec qui revient, c'est forcément le gars qui... J'ai pas trouvé mieux ailleurs. Qui a fait le tour de piste, qui a fait le tour du quartier, si tu veux. Donc, il n'a pas trouvé de fiancée plus jolie. Et donc, à la fin, il vient avec son bouquet de fleurs. Donc, mais bon, Martine, elle le voit venir quand même. Tu vois, donc, tu vois. Donc, quand j'ai sonné, il a ouvert la porte et il a dit « Ah, tiens, te revoilà, toi !» Il se passe comme la chanson « Ah, te revoilà, toi !» Eh bien, écoute, non, mais bon, là, je la raconte de manière humoristique, je ne sais pas exactement, si tu veux, donc, ce que pensent les uns ou les autres. Enfin, c'est évident que quand un dossier qui traîne, et alors ça, donc Sacha peut effectivement nous le confirmer, ça détruit de la valeur, forcément. C'est-à-dire qu'un dossier qui est sur la place pendant 2 ans, 3 ans... C'est comme un appart. Oui, c'est ça, c'est comme un appart, bien sûr. Donc, voilà. Alors, moi, c'était pas exactement ça, mais quand même, voilà, ça faisait un moment on avait regardé les opportunités, qu'on n'avait pas dealé, et donc forcément que... Et puis alors, très important, parce que oui, ce qu'il faut dire, c'est que pendant ce temps-là, mon EBITDA baissait. Parce qu'à la limite, si j'avais fait des meilleurs résultats,
Bon, on aurait dit, tu as bien fait d'attendre, mais là, c'est pas le cas. Parce que sous la houlette de mes clients qui se réunissent, qui se regroupent les uns avec les autres, et donc qui ont un poids plus fort sur mon business, et donc j'ai une baisse des prix, Google qui lance ses propres moteurs, donc j'ai une perte d'audience, et Kayak et consorts qui font de la télé, donc à plus savoir où le mettre, plus de l'affichage, donc un peu partout. Moi, je me retrouve complètement coincé. Et donc, mon EBITDA ne cesse de baisser. Voilà. Et donc, quand on reprend langue, comme on dit, eh bien, mon EBITDA est 2 fois inférieur quasiment à celui qu'il était la fois précédente. Et toi, tu es en position défensive dans ton business. T'imagines, je suis défensif. Je suis en décroissance. Par exemple, j'ai loupé un coup absolument génial, c'est que Sequoia, que tout le monde connaît, donc le grand fonds qui a fait Facebook, etc., m'appelle donc en 2012 au moment de bascule. Quoi. Et il me dit, on a sélectionné 2 dossiers, Skyscanner et le vôtre. Je ne sais pas si c'est 2012 ou 2011, bon. Et en Europe. Voilà, et il me dit, mec, génial, Nadir, grit, formidable Nadir, etc. Et donc, il me dit, alors cette année, quand même, croissance. Alors je dis, cette année, on réassure un peu, je dis, etc. Parce que les convenantes, on allait les péter, que les mecs m'ont dit, on ne peut pas péter les convenantes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à serrer. Du coup, j'ai pété la croissance. En pétant la croissance, Sequoia m'a dit, pas de croissance, pas de Sequoia. Et alors, pour vous dire le truc, à ce moment-là, Skyscanner fait moins 1,5 million d'EBITDA. D'accord? Moi, je fais 4,7 millions. Mais il préfère un mec à moins 5 qui est en pleine bourre à un mec à 4,7 qui est en décroissance. Voilà. Et donc, le multiple, c'est fondamental. Et le multiple, c'est la croissance. Voilà. Donc, on a géré la partie comme des glands. Voilà. C'est-à-dire que concrètement, on a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Voilà. Pourquoi ? Pour respecter des convenances à la con. Donc, à ta question, est-ce que j'aurais pas dû être un révolutionnaire et m'affranchir de toutes ces contraintes ? Peut-être. Pardon. C'était tentant, bravo. Ouais. Ça y est, les négos vont être amorcés. Est-ce qu'il y a d'autres pistes? Est-ce que tu tentes quand même? Ou là, ça y est, tu te dis, je fais mon focus sur Webedia. Ah oui, je fais focus Webedia pour une raison très simple, c'est que, alors là encore, l'histoire n'est pas finie, parce que moi, je focus Webedia parce que ça faisait plusieurs pistes qu'on avait ouvertes et où à chaque fois, donc, on n'avait pas, pour des raisons diverses et variées, donc on n'avait pas abouti. Et donc là, je dis aux actionnaires, écoutez, bientôt on va être la Grèce, c'est-à-dire qu'on ne pourra même plus rembourser les intérêts donc, de la dette. Donc il est urgent maintenant d'arrêter effectivement donc, de se tripoter et de prendre vraiment des vraies décisions. Et donc, donc là, ils me disent, mais on peut aller revoir machin. Et on a un gars sérieux qui veut faire, ok. Maintenant, focus sur ce gars-là et on trouve la sortie. Bon, ils me disent, ok. Ça veut dire quoi, être focus sur ce gars? C'est-à-dire qu'on travaille qu'avec lui. Voilà, on est exclusif dans la négo et on interagit avec lui et on met toute notre énergie. Donc, ça veut dire que rapidement, ils te font une offre qui n'est pas débile. Alors, au moment où j'en parle donc avec les actionnaires, j'en sais rien. Donc, c'est là que je vais prendre un café avec Cédric pour voir si on peut trouver un modèle. Donc, l'offre n'est pas débile, mais elle est quand même 2 fois inférieure à la précédente. Donc, je retourne voir les actionnaires pour dire, génial, j'ai une offre potentielle, puisque maintenant on va rentrer dans les due diligence évidemment, mais j'ai potentiellement une offre, voilà, mais tenez-vous bien, vous allez rire, elle est 2 fois inférieure. Là, tu dois leur vendre. Oh, la bonne blague, oh, il est drôle, Jean-Pierre. Et là, c'est là où tu dis que le charisme, c'est important. Alors, le charisme, et surtout, là, pour le coup, parce que le charisme, il commençait donc à trouver ça contre-productif, c'est-à-dire que, tu vois, ils en avaient un peu marre de mes blagues, et pour être très franc, et donc là, ce qui fait la différence, c'est la détermination. C'est-à-dire que moi, je leur dis, écoutez, c'est la seule piste, voilà, les gars. Donc, puisque ça fait 2 ans qu'on se tripote, qu'on n'a pas trouvé, effectivement, donc, de solution meilleure, qu'on a passé notre temps à détruire de la valeur, maintenant, c'est celle-là ou c'est rien, voilà. Et là, les mecs me disent, mais c'est nous qui décidons, etc., etc. Ce à quoi je dis, mais moi, je suis en dépôt de bilan latent. Voilà. Il me dit, mais pas du tout. On a la trésor, etc. Je dis, non, d'accord, mais si on se projette et qu'on considère effectivement, donc, on aura à un moment donné à rembourser, on va péter les convenantes. Donc, le montant devient exigible tout de suite. Immédiatement. Et donc, on n'a pas les ronds. Donc, on est en dépôt de bilan latent. D'où latent. Sinon, j'aurais dit dépôt de bilan. Et là, il y a un grand blanc. Et j'ai dit, donc moi, s'il n'y a pas de solution dans le mois qui vient, je vais au tribunal de commerce et je dépose. Là, on me dit, mais tu ne feras jamais ça parce que tu vas tout perdre. Mais je dis pas du tout. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Je gèle toutes les dettes. Moi, j'ai un EBITDA positif.
Donc, pour payer effectivement donc, le train de vie de la boîte, il n'y a aucun problème. Bien au contraire, je vais t'alléger d'un fardeau, je vais faire repartir la boîte, et moi, je vais être beaucoup plus riche à la fin. Et parce que votre dette, on va l'écraser complètement, on vous remboursera 10% donc, quand on aura le temps, ou on vous paiera donc, sur 10 ans. Donc, en fait, détrompez-vous, le rapport de force, il est dans mon sens. Voilà. Donc là, j'inverse donc, le rapport de force. Sauf que ça joue contre moi après, puisque évidemment, dans le deal, dans la négo, ils n'ont eu de cesse que de me faire payer. Donc, tu vois, cette insubordination, voilà, jusqu'à la fin. Voilà. Et donc, ça a été une négo très, très violente, quasi violente, parce que ça a été parfois violent sur les mots, ça a été donc quasi physique. Donc, tu vois, bon, à un moment donné, voilà, parce que concrètement, ils avaient l'impression que moi, j'allais faire une affaire et eux pas. Mais cette situation dans laquelle on était, c'était quand même leur responsabilité, à la fois sur le montage donc, qui avait été mis en place et sur le fait qu'on avait dit non à plein d'acteurs qui auraient pu, effectivement. Et moi, j'ai dit à la fin, OK, maintenant, effectivement, donc, tout le monde met son mouchoir sur son ego ou sur ses prétentions et on va faire au mieux du possible. Voilà, donc on n'est plus dans l'idée qu'on va sortir le coup du siècle, on fera au mieux du possible. Et effectivement, le mieux du possible était moins bien que le 1 qu'on tenait donc, précédemment, tu vois, donc le 2 qu'on n'a jamais eu, donc était moins bien que le 1 qu'on a eu, et donc, évidemment que c'est de la frustration, et qu'il faut à un moment donné dépasser cette frustration pour sortir un deal. Donc c'est tout ça qu'il faut gérer. Et donc tu gères des égos, tu gères de la politique. Tu réalignes les intérêts. Et tu essayes de trouver une voie. Donc, j'étais un peu le Barnier d'Easy Voyage. tu vois Jean-Pierre, tu dois faire de la politique. On y revient à la politique. Dans toute cette phase de négo, il y a les négos internes, déjà, avec les invests, etc. Avec Webedia, même si tu vas rester, et je le dis maintenant, un peu plus longtemps que le temps où tu étais loqué et contraint de rester. Un bon gars, ça veut dire. Ouais, un bon gars. Mais c'est que ça s'est. Ah, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Non, ça veut pas dire. Non, mais ils m'ont proposé de faire un an de plus parce qu'en fait, durant les 3 ans et demi, on a développé, restructuré, on a fait plein de trucs, et y compris d'ailleurs sur Webedia, parce qu'en fait, à un moment donné, je me suis occupé de toutes les newsletters de Webedia. On en parle après de l'aventure chez Webedia, mais dans les négos, est-ce qu'il y a des sujets un peu de tension, des clauses particulières? Oui, Jean-Pierre, tu as dit que c'était quasiment physique. Mais c'était pas avec Webedia. Non, pas Webedia. Non, sur les investisseurs, ouais. Non, avec Webedia, non. Avec Webedia, il y a eu un ou deux cas qu'on a réglés très vite avec Cédric Siré. Un cas qui m'a donné raison, ou quitus, donc, ou satisfaction en tous les cas. Sur quel sujet? Et un cas où il n'a pas voulu. Le cas qu'il n'a pas voulu, c'était d'avoir, donc j'avais un multiple donc, prédéfini. Et donc, il y avait un certain nombre de clauses, etc., des minimums garantis, etc. Et donc, j'ai voulu faire remonter un peu la barrière, tu vois, et donc, ils n'ont pas voulu, en disant qu'au contraire, il fallait qu'eux, ils voulaient un mec déterminé qui allait créer un maximum de valeur, et donc, patin coup fin, on connaît le truc. Bon, donc, ils n'ont pas voulu rehausser donc, ce niveau-là. Et puis, il y a un autre cas qui était un cas qui avait trait donc, à mes conditions personnelles, et là, ils m'ont dit oui en 3 secondes. Ok. Voilà. Tu parles du package Entre autres. Ok. Et ton bureau en... Ça, tu ne veux pas le dire. Moi, j'ai demandé un bureau tout seul. Et chez Webedia, c'était que les open space. Et moi, je déteste l'open space. Et en plus, quand on connaît la portée vocale de Nadir, et que sachant que je suis au téléphone une grosse partie de la journée, c'était pas bien les équipes. C'était pas que pour toi, c'était pour tout le monde. Je pense qu'à la fin, c'est eux qui ont mis la clause. La cloison, tu veux dire. Je propose qu'on accélère. Un dernier truc que tu veux partager sur les négos avec Webedia? Non, il y avait Cédric qui avait un directeur général adjoint, donc l'ermite, qui était un gars très sympa, avec qui était plutôt un taiseux, mais avec qui je me suis bien entendu. Moi, non, j'ai trouvé que sur tous les sujets, c'était vraiment des gens parfaits.
C'est Édouard Kremer qu'on avait reçu ici aussi, Oui, Sampléo, qui a été racheté par qui avait été Ah oui racheté par Webedia. Ah, Ouais. alors, il est arrivé bien après moi. Ouais, Donc, ouais, ouais. il est arrivé 6 mois avant que je parte. Donc, je le connais bien avec son associé, donc Sampléo. C'était une belle acquisition pour Webedia dans le paysage qui était le leur sur cette partie, donc B2B et services. Donc, d'ailleurs, ils sont toujours, enfin, l'un des deux est toujours sur Oui. place. Pas Édouard, mais oui, Ouais, son associé Édouard qui est est resté, parti sur ouais. une nouvelle boîte qui s'appelle Jérém, je crois. Je propose qu'on accélère. Bon, on va dépasser un peu. On part sur l'aventure chez Webedia. Et pour ça, c'est les Restos du Cœur. Génération Enfoirée. À ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. À tous les recalés Sur mon zone. de l'âge et du chômage, les privés du Parce que là, c'est pas. les exclus voilà. du partage. J'ai mis ça pour la première partie, hein, parce que la suite, évidemment, donc, est plutôt donc, orientée vers des gens qui ont rien, et donc on pourrait trouver indécent que j'utilise cette chanson dans le cadre d'une émission qui s'appelle Cash Out. Ouais, on va Donc, te clasher sur Twitter, Oui, Jean-Pierre. oui, mais ça, ils auront raison de le Et faire. on va parce demander que... à Elon d'appuyer. Non, mais ils auraient raison de le faire. Alors, Elon, il trouvera bien. Donc, lui, rien ne le gêne, je pense. Donc, il n'est pas une provocation prête. Mais voilà, j'ai mis cette chanson pour dire que mon œuvre, évidemment, donc, a basculé et que chez Webedia, j'étais plus dans une projection donc, de réinventer des choses. J'avais On juste va à délivrer, promettre le grand soir, ouais. quelque chose. Et donc, le grand soir s'éloignait et j'avais trouvé, parce que les conditions d'un ornote qui pourrait s'apparenter à manger et à boire, quoi. Ce moment de l'intégration d'une boîte dans une autre, c'est toujours un moment particulier pour les équipes, pour l'entrepreneur aussi, pas pour les mêmes raisons. Comment alors, on l'a dit, tu es resté plus longtemps, mais malgré tout, comment t'expliques la réussite de la greffe et sur quoi ça a frotté? Parce qu'il y a toujours des sujets de frottement. Écoute, ça s'est plutôt très bien passé, donc pour plusieurs raisons. Encore une fois, donc Webedia, c'était un très bel immeuble à Levallois dans lequel tu mettais plein de boîtes qui avaient beaucoup de potentiel. Donc, tu avais plein de gens qui avaient créé leur boîte, qui étaient hyper dynamiques, tu vois. Et donc, c'était une sorte d'incubateur, donc, mais avec des gens qui produisaient du chiffre d'affaires, qui avaient déjà fait pas mal de choses. Donc, ça, c'est le premier acte. Donc, c'est vrai que moi, j'ai discuté beaucoup, par exemple, avec Boyer, donc de Mixicom, qui avait fait. Mixicom, c'était cette boîte dans laquelle il y avait tous les youtubeurs de l'époque, donc notamment Squeezie, Caroline Receveur, donc Natou, Norman. Voilà, et Cyprien, exactement, je cherchais celui qui me manquait. C'est dommage Voilà. de finir par Norman. Ouais. Oui, bon, même si cette affaire, donc elle est un peu ridicule, hein, donc très franchement, tu vois, bon. Bref, en tous les cas, donc Cyprien, effectivement, donc et donc c'était plutôt, il y avait une énergie, quoi. Je pense qu'à un moment donné, tu vois, c'est que quand tu vois la Renaissance et que tu dis que tu avais en même temps, donc tu vois, donc les plus grands peintres de l'époque qui après donc ont attiré aussi donc forcément donc les autres, donc tu vois, donc si tu as Raphaël, Léonard de Vinci, donc et Michel-Ange en même temps au même endroit. Moi je trouvais que Webedia, il y avait ce côté voilà, tour de Babel avec que des gens intelligents, etc. Et donc ça me plaisait parce que j'avais toujours été un entrepreneur un peu individuel, tu vois, et donc Il a eu voilà. une effervescence. Ouais, exactement. Une espèce d'énergie. Tu vois, je prends l'ascenseur, je vois un black qui dégageait un truc incroyable et tout. Je me dis, mais c'est qui ce gars, etc. Donc on me dit, c'est Booba, tu vois. Bon, moi, je ne connaissais pas Booba, mais tu vois. Et donc, je voyais tout de suite que le gars, il avait quelque chose, quoi, tu vois. Bon. Et donc, partout, c'était ça toute la journée, tu vois. Et donc, c'était vachement quelqu'un de malin. Moi, j'allais bouffer à la cantine tous les jours au début, tu vois. Donc, et je parlais avec tout le monde. Je disais, vous faites quoi, vous, etc. Donc, et j'essaie de comprendre tous ces nouveaux métiers, etc. Donc, c'était passionnant. J'ai appris beaucoup de choses. C'était un laboratoire, quoi. Voilà. Donc, et comme j'étais tu vois, j'étais pas forcément le plus connu de la bande, tu vois, donc puisqu'il y avait plein de gens qui attendaient donc devant l'immeuble pour faire signer des paplards, mais en général c'était plutôt donc pour les youtubeurs que pour nous, tu vois. Donc après M6 a changé ça pour moi, mais à l'époque donc je passais avec qui va être mon associé. Je passais donc sans problème. Voilà. Et donc j'ai appris un tas de trucs et Cédric m'a donné des moyens. Et quand j'ai voulu racheter des boîtes, je voyais Véronique Morali, puisque oublions pas évidemment donc c'était Véronique Morali qui est la présidente. Hein, donc
ça se réglait en 10 minutes, quoi. 10 minutes à quart d'heure, tac, tac, tac. Voilà. Donc, quelque part, c'était un environnement d'entrepreneurs, tu vois, donc avec l'addition de plein de talents qui créaient beaucoup de valeur. Voilà. Donc, ça vaut beaucoup plus. Tu évoques Véronique. Il y a une anecdote au moment du deal qu'on n'a pas évoquée, mais je veux bien qu'on y revienne parce que ça. Ouais, l'anecdote en fait qui démontre le niveau d'implication en fait du management de médias, et c'est pour ça d'ailleurs que ça a bien marché donc avec moi et que ça m'a plu, c'est que lorsque la veille du closing en fait arrive une mauvaise nouvelle, donc pour Easy Voyage, alors bon c'est pas une nouvelle de dingue, mais c'est une mauvaise nouvelle, donc voilà, on doit payer donc une condamnation sur un affichage donc de prix que la DGCCRF a considéré comme étant donc frauduleux, alors même qu'on n'est que comparateur, donc ils n'ont rien compris parce qu'ils pensent qu'on est marchand, et donc c'est vous qui annoncez. Voilà, et donc en l'occurrence c'est pas nous, et donc on n'y peut pas grand chose, donc mais ça peut mettre en péril le deal. Voilà, mais en tous les cas à ce moment-là personne ne le sait, donc qu'on n'y est pour rien, et que donc sans doute on sera pas amené donc à devoir payer cet argent qui n'était pas une somme énorme, mais qui malgré tout est embêtante. Bon, et donc c'est vrai que quand ça arrive la veille du deal, hein, donc du closing, bon, et donc je réfléchis à ce que je vais faire. Est-ce que je le dis ou pas? Alors pour ceux qui nous écoutent, donc on le sait bien, donc tu as signé des LOI. Dans cette LOI, il est indiqué que entre le moment où tu t'engages, et souvent elle est exclusive, et le closing, eh bien tous les faits importants doivent être mentionnés, évidemment, donc à l'acheteur, ce qui est assez logique, hein, donc bon, et donc là je me dis, est-ce que ça se règle avec la GAP, hein. Oui, alors sinon ça serait avec la GAP, exact. Sauf que il peut y avoir à ce moment-là une perte de confiance. Voilà. Et moi je me dis, on va construire ensemble sur 3 ans et demi. À ce moment-là, c'était ça les choses. On va créer de la valeur. J'ai une rémunération. Enfin, j'ai mon hors-note qui va être calculé, etc. Donc, avec un multiple prédéfini. Mais enfin, le calcul de l'hors-note, on sait tous qu'à la fin de l'année, quand tu fais ton EBITDA, tu peux plus ou moins effectivement. Voilà. Et donc, quand on aura ces débats, si j'ai commencé donc par une tromperie, bon, eh bien, ça risque quand même de pas être à mon avantage au final. Bon. Et puis au-delà de ça, je me suis dit, moi, de toute façon, j'ai passé l'âge donc de dissimuler des choses, donc je mentionne la chose. Donc l'après-midi, j'envoie un mail donc à Cédric pour lui dire voilà ce qui se passe, très bien, et donc je te le dis puisque on close demain. Il me répond 2-3 heures plus tard en mettant en copie Véronique, et donc moi j'ai dû envoyer mon mail vers 16h, donc nous voilà rendus donc à 19h30. Il dit voilà ce qui se passe, donc Nadir m'informe que. Véronique répond à 20h en disant bon, ok, j'en parle au directeur juridique de Fimalac pour voir ce qu'on risque. Bon. Elle le met en copie. Elle met en copie le directeur juridique. 22h30, le gars répond en disant je m'excuse, donc je m'occupe de mes enfants, mais je viens de prendre connaissance donc des différents échanges et éléments. Et effectivement, c'est ennuyeux. Véronique répond qu'est-ce qu'on risque? Il répond à 23h, donc 23h30, nous rien, mais Nadir, la prison. Parce qu'on sait que quand on n'honore pas une créance donc, tu vois, de l'État français, on peut évidemment donc, être embêté. Bon, donc, réponse de Véronique. Jean-Pierre, es-tu prêt à aller en prison? Non, Véronique est pragmatique et dit très bien, donc, et si on paye, donc là, parce que moi j'avais dit que je ne voulais pas payer parce que je considérais qu'on était dans notre bon droit, et que donc il fallait juste plaider, mais surtout ne pas payer. Voilà. Donc Véronique répond si on paye. Le juriste répond à minuit. Donc dans ces cas-là, il n'y a aucun sujet, il n'y a plus de sujet. Voilà. Et elle dit ok, j'en parle à Marc. Minuit et demi. Ok. Et 6h30 du matin, je viens d'en parler à Marc. C'est bon, on garde Nadir. Voilà. Et donc là, je me suis dit, quand même, je rentre dans un monde, parce que moi, j'ai toujours pensé bosser comme une bête. Voilà, c'est-à-dire que j'ai toujours eu le sentiment de beaucoup travailler. Mais là, je me suis dit, j'ai trouvé mes maîtres, quoi. C'est-à-dire que là, vraiment, un tel niveau d'implication, parce que, très franchement, le deal Nadir dans les médias, c'était quand même pas le deal du siècle, c'était un bon deal, mais ils en ont fait tellement. Voilà. Et le deal Nadir pour Marc Delray de la Charrière, donc dans Fimalac, c'était vraiment une goutte d'eau. Donc, qu'il soit aussi impliqué, je me suis dit, il n'y a pas de mystère, quoi. Oui, je me dis, les gens qui réussissent, si tu veux, donc voilà, ont pour point commun d'avoir un très grand niveau d'implication dans leur business. Voilà. Et d'exigence. Et évidemment, d'exigence, à commencer par eux-mêmes. On fait la grosse accélération. Je suis désolé. Le dernier jour, celui où tu vas fermer la porte pour la dernière fois des bureaux et ne plus y revenir. Quand je quitte Webedia, quand tu quittes. Alors c'est très 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 particulier parce qu'en fait, donc d'abord,
j'ai 30 ans d'investissement dans le tourisme, donc quand je sais que je vais partir, donc et donc je décide d'organiser une très grande fête, donc avec orchestre live, etc. Donc j'investis une somme assez conséquente dans l'idée que je vais partager avec tous les gens qui m'ont suivi dans toutes ces années, et que peut-être que la plupart d'entre eux, je ne les reverrai jamais, parce que je ne sais pas ce que je vais faire donc sur la suite, même si j'ai réfléchi à plein de choses, je n'ai pas encore forcément donc mon plan. Et puis arrive donc le Covid, et donc le fait qu'il n'y a plus de fête, puisque moi je devais partir donc le 12 mars 2020. Voilà. Et donc moi, je fais un dîner avec l'équipe locale, donc c'est-à-dire que je dis local parce qu'on avait plusieurs sites donc dans toute la France. Donc les Parisiens, j'organise un petit dîner. Donc évidemment, rien ne s'est passé comme j'avais prévu. Voilà. Et donc je suis parti, voilà, en me disant. Mais quel bol, quoi. Je quitte le voyage quand il n'y a plus de voyage, quoi. je quitte à un moment, en fait, où il va se passer, où tout va basculer, voilà, et j'aurai pas, moi, à gérer tout ça. Voilà. Fairmove. Voilà. Et donc, alors, c'est ce qui a amené après la création, évidemment, de Fairmove. Évidemment, tu l'as bien compris, mais j'avais pensé à l'origine, donc, juste investir, être mentor et prendre des participations, et puis, progressivement, l'idée de prendre la main. Donc, l'idée d'être acteur, c'est assez vite imposé à moi. Pour défendre une cause juste, évidemment, qui est celle donc, de la transition écologique dans le tourisme. Et je me suis dit, moi, je ne suis pas un sociologue. J'ai détecté quelque chose. J'ai écrit 100 pages. J'ai fait un hors-série d'une revue qui s'appelle L'Espace, donc, qui est une des grandes revues du tourisme, la revue un peu intello. Et donc, tel Jean Viard, le sociologue du voyage, donc, j'ai pris la plume. Sauf qu'à la fin, je me suis dit, OK, maintenant que j'ai mis tout ça donc, sur le papier, qu'est-ce que je fais ? J'ai dit, je vais m'en servir pour créer Fairmove. Voilà. Parce que moi, je dois entraîner et je dois apporter, je dois mettre mon énergie donc au service effectivement de la transformation dans le tourisme, et donc je dois rendre le tourisme ce qu'il m'a donné. Voilà. Coupe-lui le micro une seconde, j'envoie Serge Reggiani, enivrez-vous. Ah oui. Un peu long l'intro. Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Je rappelle que vous avez tous Pour dit... ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Qu'on pouvait pas couper cette chanson. Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu ? À votre guise. Mais enivrez-vous. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est, et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu. À votre guise. C'est la deuxième personne aujourd'hui qui me coupe les mots. Ouais, de manière plus brillante, hein, parce que là, Reggiani et plus Baudelaire, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Pour lutter, on lutte pas contre, là. Donc, non, mais c'est vivre le message. Oui, c'est une ode à la jeunesse, c'est une ode à la prise de risque, c'est une ode, donc, effectivement, parce que quand tu agis, tu vois, donc, tu t'enivres de plein de choses. Tu t'enivres, effectivement, donc, de joie, de plaisir, donc, de satisfaction. Donc, tu vois, on n'a pas encore employé ce mot-là, mais quand tu vois des gens heureux du service que tu proposes ou du produit que tu vends, eh bien, tu vois, c'est une forme d'enivrement. Et donc, je pense que cette ode à la liberté, en fait, donc, et peut être aussi, donc, tu vois, une ode à l'entrepreneuriat. Alors, je termine juste sur... Et évidemment, le texte de Baudelaire est sublime, mais Reggiani, voilà un comédien, donc chanteur, voilà, exactement, qui a toujours été au service du texte, ouais. et qui sublime les textes. Voilà, tu vois, donc, il y a d'ailleurs une version où, quand il dit Baudelaire, où il rajoute d'amour.
Enivrez-vous d'amour. Ouais. Ouais. Qui rajoute lui. Quoi. Ouais. Ouais. Donc, non, mais c'est formidable. Alors, évidemment, il a jamais écrit de texte, donc on peut dire que au-dessus quand même de Reggiani, moi j'adore Reggiani, donc tu vois, et donc d'ailleurs il y a des chansons qui sont que je connais par cœur, notamment il y en a une qui est assez géniale, donc oui, qui est Je bois aux enfants que je n'ai pas eus, donc aux femmes que je n'ai pas connues, tu vois, et donc et il dit à cette femme, il dit t'as voulu m'éloigner de la fête, ce soir je bois à ta défaite, tu vois, et donc tous ces textes en fait, tu penses que celui qu'ils a écrit, j'avais écrit un seul, tu vois, et c'est vrai que je place au-dessus Brel parce que là tu avais les deux, tu avais à la fois la capacité à déclamer, si tu veux, et à vivre les choses, et en même temps, effectivement, donc, l'écriture. Et à les écrire. Voilà. Mais Reggiani, c'est sublime. Qu'est-ce qui fait que tu t'arrêtes pas? C'est-à-dire, Tu t'arrêtes pas. en termes d'énergie. Ouais. De projets, d'investissements, de... Ouais, alors je dirais qu'il y a une part... Parce que tu as beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent à ce micro, et comme beaucoup d'entrepreneurs qui, à peine sortis, repartent direct sur des projets. Certains nous disent... C'est super, mais j'ai pas eu de pause. Et avec le recul, ça aurait été pas idiot d'en prendre. Et il y a aussi, à l'inverse, cette peur de rater quelque chose. Donc, je sais pas quel est, toi, le moteur qui fait que tu t'arrêtes pas. Tu n'as pas pris de pause. Mais je veux bien que tu me racontes parce qu'il n'y a que toi qui sais. Bah, j'ai pris une pause, parce que pendant le Covid, si tu veux, donc c'était une pause de réflexion et j'ai mis en place pas mal de choses. Donc, moi, ce qui est... Et puis après, ensuite, j'ai eu cette opportunité donc de quitter mon associé aussi, donc j'ai non seulement donc créé Fairmove, et puis j'ai commencé donc à faire l'émission de M6. Donc j'ai commencé. C'est du deal flow dans tous les sens. Voilà, aussi, j'ai commencé à être visible en tant qu'investisseur, donc deal flow, donc très conséquent, et surtout là aussi droit et devoir, quoi. Et devoir, c'est au moins de répondre aux gens, quoi. Donc beaucoup d'interactions. Et puis c'est de l'investissement, donc dans des boîtes que tu vas mentorer, accompagner, et donc beaucoup de temps. Tu vois, et donc je sais arrêter, puisque j'ai arrêté l'émission parce que c'est cette année. Voilà, cette année. Donc je serai un peu quand même, mais bon, on verra. Mais et voilà, en tous les cas, j'avais pitcher. J'avais décidé. C'est comme ça que ça a commencé pour moi. Hein. Au début, ils m'ont identifié quand j'ai créé Fairmove pour venir pitcher. Voilà, en se disant. Ce type va être génial parce qu'il est vieux, donc avec un projet de jeune, quoi. Bon, voilà, et donc et que ça va créer un peu de rupture avec le boutonneux post-pubère, donc d'école de junior entreprise, donc habituel, voilà. Et d'ailleurs, quand ils m'ont présenté le truc, ils m'ont dit, on cherche quelqu'un en seniorité. Tu vois, et donc je dis, mais ça veut dire quoi en seniorité? Ça veut dire un vieux, quoi, donc grosso modo, puisque moi je me suis relancé à 55 ans, donc j'aurais pu encore une fois tailler mes rosiers, etc. Et donc moi j'ai dit que je ferais pas l'émission, que c'était pas mon truc, donc de pitcher donc devant mes amis à l'époque, Mazella, Barba, etc. Simoncini, donc Barba et Mazella. Catherine après, Barba, voilà, Frédéric Mazella. Après, on disparu de l'émission, mais dans la première saison. Et donc, j'ai évoqué le fait que je trouvais l'émission donc pas terrible et que donc je me voyais pas non plus passer dans cette émission. C'est marrant, tu as fait pareil avec Cachaout. Alors peut-être que tu vas remplacer Sacha. J'ai peur, j'étais en train de trembler en fait. Et il va me remplacer moi aussi. Hein. Je pense qu'il est prêt. Bah écoutez, non, mais attends, autant de talents réunis, je rends humble, donc je ne pourrais pas prétendre à la chose. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec M6, c'est-à-dire que quand je me suis dit, bon, plus jamais, ils vont me rappeler, évidemment. Et quand ils m'ont rappelé pour proposer d'être investisseur cette fois-ci, ils m'ont demandé si j'investissais. Ils m'ont dit que les raisons que j'avais évoquées, parce que moi, j'avais expliqué que je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'interaction entre les investisseurs, etc., que finalement, c'était remonté de cette saison 1 et que donc, ils me proposaient d'être investisseur. Bon, ce à quoi j'ai réfléchi rapidement au montant que je pouvais consacrer à l'émission. Non mais ok, mais il faut être combien pour être crédible? Ils m'ont dit, chacun met ce qu'il veut, hein. Grosso modo, t'investis ou pas, c'est ton problème. Bon, ce à quoi tu te dis, ok, enfin, les gens si j'y vais juste pour rien mettre, les gens qui viennent là, ils viennent chercher de l'argent, donc ils viennent pas écouter des conseils seulement. Voilà, donc évidemment qu'il faut venir avec un certain montant. Donc bon, voilà, je me suis dit, très bien, je ferai la moitié des cas. Voilà. Et il se trouve que au final, tu feras la moitié. Tu sais, en fait, il y a 7 investisseurs chaque année pour 5 fauteuils. Ouais. Et donc ça tourne. Voilà. Et donc, dans le meilleur des cas, tu fais 80%, 85% des cas. Il y a eu des époques où certains faisaient 100%. Donc, et moi, j'ai dit, je ferai 50%. Il y a 50 dossiers, j'en vois 25. 25 dossiers, j'en fais 5. Voilà, et si je mets 150 000 balles par dossier, voilà, je serais en dessous d'1 million. Quoi. Bon, voilà, grosso modo, quel était mon calcul entre 500 et 750 000? J'avais calculé à peu près ça. Bon. Et il se trouve que le premier jour,
on a commencé avec une combinaison, donc Anthony à gauche et moi à droite, et au milieu Marc, Delphine à côté de moi et Eric de l'autre côté, et qui a plutôt bien marché. Et donc, on a fait quasiment tous les cas avec Anthony. On est resté tous les jours. Il disait, mais donc demain, Nadir, donc tu reviens. J'ai dit, mais non, elle avait dit que moi, je faisais un cas sur 2. Non, mais bon, tu reviens demain, on va voir après comment on fait. Bon, puis à la fin, on a quasiment tout fait. Donc, parce que c'était une bonne configuration pour cette saison 2. Voilà. Et puis après, saison 3, saison 4. Donc, du coup, j'ai investi dans à peu près. Donc, alors, en plateau, donc une vingtaine de watts, concrétisé, donc beaucoup moins. Parce que tout n'est pas concrétisé là, parce qu'après, tu as les due deals, tu regardes. Puis des fois, c'est les entrepreneurs. Bien sûr, c'est exactement ça. Grosso modo, il y a un tiers qui se concrétise. Alors moi, j'ai un taux qui est un peu plus élevé. Il y a un tiers, donc c'est l'entrepreneur qui dit non à la fin, et un tiers où dans les new deals, tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, et donc tu fais pas. Donc aujourd'hui, si tu étais là pour le passage de Cyril Nourri, tu sais, c'était les camions. Ça te parle ou pas? Bien sûr que j'étais là. Bien sûr. Le belge. Non, il n'est pas belge. Non, pas belge. Non. Oui, qui dépanne les appareils sur les parkings. Oui, finalement, il a déposé le bilan. Il est venu raconter dans Auto de format planté Mec énorme. Ah ben moi, en tous les cas, je veux dire que d'abord, je pense que tu aurais pu lui poser la question me concernant parce que il m'appréciait assez, parce que on a interagi après l'émission, parce que l'émission, il y a ceux chez qui tu investis. Donc moi, j'avais pas investi chez lui. Je l'avais appelé le Steve Jobs du dépannage, parce que je trouvais que le mec, il pitchait de manière incroyable. C'est-à-dire qu'il faisait avec un camion de dépannage. Tu te dis vraiment, c'est le truc merdique que personne va y aller, tu vois. Et il nous a tenus en haleine pendant 1 heure parce que le mec est ultra brillant. Bon. Et donc ça a été pareil pour vous, j'imagine. Donc c'est bluffant. Donc c'est un des passages dont je me rappelle. Et donc, avec ces gens-là, tu vas continuer à interagir. Alors, tu le fais pas avec tout le monde, hein, mais certains plus marquants que d'autres. Donc, et tu vas même donner des conseils, etc. Quand tu peux, tu vois. Donc cette émission, elle t'oblige quand même. Voilà, tu dis un homme, ça s'oblige. Donc, voilà, effectivement. Donc, alors tu peux faire fi, hein, tout ça, mais quelque part, quand même, tous ces gens qui sont en attente de conseils de toi, il y a des gens qui me vénèrent. Et donc, je dis, mais attendez, vraiment, vous me connaissez pas. Parlez à ma femme, vous allez voir. Donc, tu vois, parce que les gens pensent que tu pourrais changer leur destin, etc. Alors, on l'a fait avec certains, tu vois, il y a des choses dont je suis très fier. Ashley Tayeb, qui avait une application donc, pour lutter contre les addictions, et qui n'était pas un business, mais qui était plutôt une intention, et qu'on a aidé, et qui était une ancienne droguée qui est sortie du crack toute seule, et qui a donc monté une méthode, donc MyID, donc ça s'appelait sur l'application, donc Ashley Tayeb, on la trouve sur les réseaux. Voilà, ça a été une séquence très marquante. Donc voilà, il y en a quelques-uns comme ça qu'on a aidés ou qu'on a accompagnés, tu vois, parce qu'ils le méritent, voilà, et que quelque part, quand tu es de l'autre côté, tu te dis, je peux pas ne pas aider ce gars-là, voilà. Et puis d'autres, mais c'est aussi une stratégie qui venait pour la visibilité, parce que un sacré coup de pouce. Bien sûr, il y a des 200 000, 300 000, 500 000 euros de chiffre d'affaires qui se font selon évidemment donc les business. Hein, dans les marketing. Mais moi, je pense que j'ai fait le plus gros coup de l'émission. Je pense que c'est moi qui l'ai fait. Donc, c'était l'année dernière. Donc, on peut en parler juste un mot parce que c'est magnifique. Une boîte qui s'appelle Palomano. Donc, c'est 2 frères, une sœur qui ont monté donc un centre pour enfants, un centre urbain donc de jeux récréatifs et d'éveil donc entre parents et enfants. Le premier donc est à Clichy-sous-Bois, 500 mètres carrés, 1,2 million de chiffre d'affaires, 200 000 de résultats. Bon, et les 3 sont payés sur la boîte. Et ils vont donc créer le deuxième qui est en cours, et ils annoncent qu'il va ouvrir donc 2-3 mois donc après le passage donc dans l'émission. Bon. Et donc ils ont une valo à 7 millions qui est très élevée, parce que 1,2 million, 200 000 résultats, 7 millions de valo. Donc moi je laisse passer tout le monde, je parle en dernier. Coup de bol, personne ne s'était positionné en disant mais la valo est élevée, parce que moi j'avais pas été de dire mais la valo est élevée, la valo est élevée. Donc tout le monde dit la valo est élevée, la valo est élevée. Et donc quand c'est mon tour, je dis la valo est élevée, mais il y a peut-être une solution. Et donc je propose d'avoir des BSA en m'associant donc en étant au board et en m'associant donc plus fortement aux décideurs de la boîte. Ils réfléchissent 3 secondes, ils disent OK. C'est souvent ton argument. Quoi? C'est souvent ton argument. Je vais m'impliquer particulièrement. Non, ça c'est l'argument des autres. Moi, non, c'est faux ce que tu dis. Non, moi je dis pas ça. Non, moi quand je le dis, je le fais. Et d'ailleurs, je prends à témoin. C'est pas ce que je disais. Hein, parce que si tu le dis à tout le monde, c'est quoi tromper quelqu'un?
Tromper quelqu'un, c'est dire la même chose à deux personnes, sachant que tu pourras honorer qu'une seule des Voilà, promesses. tu as deux fiancés, tu dis je passerai Noël avec toi, et là je passerai Noël avec toi, bah, a priori, à moins que les deux passent Noël ensemble, si tu veux, tu risques d'avoir un problème à un moment donné. C'est ça la tromperie, tu vois. Bon, c'est de promettre la même chose à deux personnes, et sachant que tu vas forcément en flouer une, parce que c'est pas tenable. Et donc, c'est pour ça que moi j'ai arrêté, parce que aujourd'hui j'ai 25 startups, plus 90% de mon temps consacré à Fairmove, parce qu'on croit que les gens disent Nadir il est marrant, il fait des claquettes, etc. Mais Nadir, c'est un mec qui bosse énormément et qui est sur la bête, quoi. Demande-moi n'importe quoi aujourd'hui sur Fairmove, y compris les ventes de hier. Donc, je peux te donner même le nom des dossiers, quoi. Donc, moi, je m'occupe de tout. C'est-à-dire que, alors, c'est peut-être un défaut, hein, j'en sais rien, mais enfin, en tous les cas, je suis dans les sujets. Et donc, pour finir avec Palomano, évidemment, la bonne formule, c'est de se dire, parce que tu parlais du chiffre d'affaires fait par l'émission. Dans le cas de Palomano, on a un centre à Clichy. Le passage dans l'émission va rien produire, puisque globalement, on est toujours plein. Et c'est local. Et donc, le mec de Marseille, il voit le concept, il dit tiens, c'est sympathique, mais bon. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on s'est dit, je leur ai dit, on va faire de la franchise. Et donc, on va monter vite fait, bien fait, parce qu'entre le passage. Avec un seul centre, tu as développé. Entre le passage et. Donc, entre le tournage et le passage et la diff, il y a 3 mois. Donc, il faut se mettre tout de suite sur la bête pour dire qu'est-ce qu'on espère de l'émission. Bon. Et donc là, on a eu 3 mois pour monter tout un plan de franchise. Tu as tout à fait raison, avec un seul point de vente actif et un deuxième à ouvrir. On a donc monté tout un plan et en disant devenez franchisé Palomano. Résultat des courses. Le soir de l'émission, on avait un overlay sur le site devenez franchisé Palomano. Résultat des courses. On a eu 600 demandes de franchise. 600 demandes de franchise. On en a identifié 100 qui étaient tout à fait donc crédibles, d'accord, c'est-à-dire qu'ils pouvaient payer 10 000 euros pour bloquer une zone et qui avaient 150 000 euros d'apport pour développer donc le centre. L'émission est passée en mars. Nous sommes donc en novembre. Et à date, on a déjà 25 franchisés. On vient de faire donc le premier séminaire des franchisés. 25. On va ouvrir l'année prochaine, on va signer. On va ouvrir l'année prochaine 25 franchises. Et donc maintenant, on va en ouvrir 30 par an, grosso modo. Voilà. Et on a une boîte qui est totalement transformée. Et donc, les centres, c'est même pas le sujet, puisqu'en fait, Disney est parti du dessin pour aller vers les parcs d'attractions. Nous, on partira des parcs pour devenir Disney, c'est-à-dire la grande marque référente de l'enfance. Voilà. Et donc, on a un projet sublissime qui peut devenir une licorne à 1 milliard, une équipe absolument géniale avec un entrepreneur à la tête, Benjamin, qui est une vedette, et son frère et sa sœur, donc, qui sont aussi top. Voilà. Et donc, on a une dynamique incroyable parce que tu rentres dans le projet, tu réfléchis, tu es aussi acteur. Voilà, je pense que quand tu es un entrepreneur investisseur, tu n'es pas un investisseur seulement, tu es plutôt effectivement un co-entrepreneur. Donc, tu dois laisser évidemment le lead aux acteurs, mais tu dois réfléchir comme entrepreneur. Voilà. Et après, charge à lui de trancher parmi tout ce qu'on lui propose. Évidemment. Je suis obligé de trancher dans l'émission et de dire qu'on arrête. Quel dommage. Mais on ne s'arrêtera pas. Moi, j'étais chaud. Je m'attendais à des questions un peu perturbantes. Tu vois, bon, là, franchement, donc... Combien coûte un pain au chocolat, Jean-Pierre? Alors, ça dépend avec 2 barres ou une seule. Connaisseur. On finit avec Un homme heureux, William Scheller. Et je t'ai demandé une chanson sur laquelle tu as fait la fête. C'est pas tout à fait l'histoire, mais je te laisse m'expliquer ce choix. Très bien. Tout de suite? Ouais. Avant qu'on l'écoute. Ah parce que on va finir en musique et on va se quitter avec... Mais sur Un homme heureux? Ouais. Mais j'ai jamais fait la fête sur Un homme heureux. Hein. Non, mais je sais pas pourquoi tu as choisi. Ah non, j'ai choisi ça en disant, non mais, tu me disais, il faudrait que la musique de fin. Une musique de fin qui, effectivement, donc, exprime finalement ton sentiment du moment. Je pense que si tu veux, après tout ce que j'ai raconté, et tu veux, au final, quand même, l'indicateur de performance numéro 1, c'est est-ce que tu es heureux ou pas. Voilà. Sinon, ça sert à rien de faire tout ce qu'on fait. Donc, on démarre par des chiffres, on finit par des mots et de la poésie. Des chiffres et des êtres. Allez, c'est ça, cash out. Merci beaucoup. Voilà. Mon cher Jean-Pierre, merci à vous tous. Merci Jean-Pierre. Et à tous ceux qui là sont peut-être essoufflés à la fin de leur jogging ou qui nous reprennent en... Et merci à Neuflis, il faut toujours remercier le sponsor. Tout à fait. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont quand ils s'en viennent le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Pourquoi
les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils ont leurs problèmes, bah y a rien à dire, y a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça me prenne, quel que soit... Juste un mot, les gens qui s'aiment, c'est aussi s'aimer soi-même. Et je pense que c'est pas indécent de s'aimer soi-même, c'est même une recommandation. Et il faut s'aimer avec ses qualités et tous ses défauts. Et si vous avez aimé cet épisode avec Jean-Pierre et que vous nous découvrez en fait grâce à lui, parce qu'il a plus de notoriété que nous en fait. Ça n'a pas duré, parce que j'arrête l'émission. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner au format toutes les semaines. C'est un entrepreneur qui vient raconter la session de sa boîte et les montagnes russes. C'est l'épisode le moins intéressant de la saison, donc ça vous laisse imaginer les autres épisodes. À chaque fois, un grand merci, Sacha, on un grand se merci, régale. Et si on racontait un cash-out et une session de boîte qui avait, tu le disais, la recette type, on aurait fait un épisode et on se serait arrêté. Donc merci. Ce sont des choses humaines. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille